Bonjour tout le monde, bienvenue à Balado Ludique, un podcast entièrement dédié aux jeux, plus particulièrement aux jeux de table et aux jeux de société. Aujourd'hui, épisode 12, on parle des jeux de deck building. Alors je suis Simon et comme à l'habitude, je suis en compagnie de Jean-François. Salut Simon, ça va bien? Oh oui, très très bien, je suis très content d'être là. Toi, t'es en forme? Oui, ça va, ça va. Magnifique. Donc, comme à l'habitude, là, dans la prochaine heure, on va parler des segments des jeux au programme. Ok, alors comme à l'habitude, durant la prochaine heure, on va avoir plusieurs segments au programme, dont le moment mobile, un petit survol historique des deck building, nos mentions honorables et finalement notre top 5 des jeux de deck building. Mais bon, on va quand même prendre un petit moment pour parler d'actualité avec JF. Oh yeah, salut Simon, ça va? Oh ben oui, ça va très très bien. Épisode 12, les deck building. Avant même qu'on commence, t'avais-tu une façon de traduire le terme deck building? Wow, c'est une bonne question. C'est une bonne question. J'avoue que j'utilise vraiment ce terme-là parce qu'il est très connotatif de certaines mécaniques et d'un concept là, de jeu que je vais parler un petit peu tantôt. Donc, non, j'avoue que j'ai pas de traduction pour ça en français de Moi, je deck voulais pas te building. poser une question piège là, Ouais, dès le tu début. commences rough, là? Tu commences rough? Ouais, je m'excuse. Je sais pas, j'étais juste parce que je me dis on va en parler tout le long. On essaye quand même de propager des termes en français sans toujours se reprendre. Mais Ouais. bon, j'avoue que pour celui-là, je suis un peu du même avis que toi. Donc, assez mitigé. Il va falloir qu'on revienne là-dessus prochainement. Mais en même temps, tu sais, ce qu'on va voir aussi, c'est que c'est pas juste des jeux de deck, donc de cartes, Ouais, donc des jeux de construction, mais en même temps, il faudrait, c'est pas un terme qu'on a l'habitude d'entendre, donc des jeux de c'est construction de l'eau. de l'eau, ouais, c'est ça. Ça serait probablement la traduction la plus réaliste, mais c'est pas Mais encore dans le c'est pas au vocabulaire, là, point. C'est pas au point. On va essayer de le raffiner. Ouais, c'est ça. Peut-être une petite annonce juste avant qu'on saute dans le vif du sujet. On a reçu un message sur notre page Facebook d'une personne qui s'appelait Francis, qui était très sympa et qui nous a dit qu'on n'était pas sur Google Play Music. Et c'est vrai, effectivement, notre podcast n'était pas disponible sur Google Play Music, mais grâce à Francis, maintenant, il est disponible sur Google Play Music, donc très facile maintenant pour les gens qui ont Android, peut-être que c'était un peu compliqué. Google Play Music, Balado Ludique, et c'est dans la poche, donc vous allez pouvoir vous abonner directement. Bon, c'est une bonne nouvelle, ça. Bah ouais, c'est cool. On s'étend sur les réseaux graduellement, donc en espérant que les gens continuent de nous télécharger. Excellent. Ben, en parlant de nouvelles, je pense que c'est un peu notre intro, c'est ce qu'on va parler, qu'est-ce qui se passe au mois de novembre. Oh oui, il se passe pas mal d'affaires, en fait. C'est pas mal d'affaires, exactement. Mais on va commencer peut-être par parler un petit peu du Salon du jeu et du jouet de Québec, qui va être ça va être leur troisième édition cette année. Ça va se passer le 18 et le 19 novembre ben, au Palais des Congrès là, de Québec, qui va se dérouler là, les 2 jours complets. C'est un salon du jeu et du jouet, ça implique pas juste le jeu de société, ça va impliquer le jeu vidéo aussi. Des grosses compagnies comme Ubisoft vont être présents. Donc c'est quand même une grosse foire, c'est de plus en plus gros de chaque année. Je suis vraiment impressionné là, par à quel point c'est devenu aussi gros après si peu d'éditions. Euh, donc, c'est un salon que j'ai pas encore pu y aller, mais j'ai entendu un peu parler et j'ai pu voir là, à quel point c'était assez gros. Donc, c'était vraiment impressionnant. Je pense que ça vaut la peine de faire un détour. Tu es allé un peu? Tu es déjà passé là? Non, je suis jamais allé en fait, puis quand on parlait, je regardais un peu les activités qui étaient disponibles et il y a l'air d'avoir beaucoup de choses pour beaucoup de gens différents, là. Euh, ça a l'air assez diversifié comme événement, là. Ouais, exactement. Ben, comme on dit, ça recoupe pas juste le jeu de société, le jeu vidéo. Aussi, donc, des compagnies comme le Meltdown, là, qui va être présent, ou ben, la Revanche à Québec, qui est un pub ludique aussi, qui va être présent, des compagnies de jeux, Socio-jeux, tout ça. Donc, quand même beaucoup de grosses compagnies là, qui vont être présentes, qui vont euh, présenter leurs nouveaux jeux. Il va y avoir des espaces de jeu aussi. J'ai bien hâte de faire un tour. En tout cas.
Fait que ça s'en vient. Ben oui, magnifique. Ouais, ouais, donc le salon du jeu et du jouet 2017, je vois que les billets sont vraiment pas très chers en fait là. Pour les enfants, c'est 5 piastres et tarif régulier 13. Donc ça me semble un événement assez accessible aussi là, à aller peut-être même en famille, là. Exactement, exactement. Une autre chose qui se passe, mais ça à Montréal, c'est le samedi, le 18 novembre. C'est un Game Jam. C'est organisé par Ouh, c'est quoi ça, un game jam? ben, Game Jam, tu sais, c'est peut-être un peu plus connu dans le jeu vidéo parce que c'est des séances de création où on va avoir un certain moment, où on va avoir plusieurs heures pour essayer de créer un jeu avec une thématique. C'est un défi de création, en fait. Le Game Jam qui est proposé par l'ETS, c'est un Game Jam de jeux de société. Donc, ils vont avoir des pièces, du matériel, et on va arriver la journée même avec un défi, avec un peu des barèmes qu'il faut respecter. Et on va avoir en fait 12 heures pour mettre en place un concept et un proto, une base d'un jeu et le présenter au jury. Ça va être leur première fois, première édition. Ça va se passer de 9 heures à 22 heures à l'ETS. Donc, j'étais vraiment content de voir ça, qu'il y a ce genre d'initiative qui se passe. Ça s'est déjà fait dans le passé aussi. Donc ça, c'est un 12 heures. C'est pas un 24 heures comme on a déjà vu, mais ça risque d'être un petit peu plus accessible parce que 24 heures, c'est pas tout le monde qui peut se le permettre. 12 heures, c'est quand même un bon défi. Faut évidemment pas s'attendre à avoir un jeu extrêmement terminé en 12 heures, mais ça, c'est vraiment des bons ateliers de création, des bons ateliers pour améliorer ses skills de game designer, là. Et ouais, 12 heures, c'est beaucoup plus raisonnable en fait, je pense, là. C'est sûr que tu vas pas arriver à quelque chose d'abouti à 100%, là, bien entendu, en 12 heures, mais en 24 heures, pour avoir, tu sais, on l'a déjà fait ensemble, là, l'expérience du Game Jam. Et 24 heures, c'est quand même assez extrême, là. Ouais, exactement. Exactement. C'est assez extrême, On- mais c'est ça. En 12 heures, c'est sûr qu'ils s'attendent pas. Le 24 heures, c'était vraiment, il fallait présenter un prototype. Là, ils s'attendent à avoir un concept, pas nécessairement un proto fini avec toutes les règles. Puis, tu sais. Donc, ça reste plus de l'ordre d'un atelier de création puis de perfectionnement en game design pour moi. Là, ces genres d'ateliers-là, c'est ouvert à tout le monde. Donc, c'est vraiment. Aussi, c'est beaucoup des étudiants en génie qui sont à l'ETS. Donc, c'est aussi une activité qui va attirer ces gens-là qui sont pas nécessairement dans le milieu à s'ouvrir les yeux un petit peu sur ce concept-là, sur la création de jeux de société. C'est vraiment une bonne chose, tant que moi. Je suis vraiment content de voir cette initiative-là. Je vais être présent d'ailleurs toute la journée. Cette journée-là, le 18 novembre, à l'ETS pour le Game Jam de 12 heures. Et petite question comme ça va être quoi ton rôle là-bas toute la journée? Je vais être coach un peu, puis Coach? durant la Ok. journée, ouais, pour donner un coup de main aux équipes, essayer de les guider, puis de les enligner dans la bonne direction. Je devrais aussi faire part du jury là, à la fin de la journée. Ok, cool. Bon, magnifique. Ouais, ça va être une grosse journée, mais j'ai bien hâte de voir ça, de voir le résultat aussi final là, à la fin de tout ça. Ben, c'est clair qu'on va reparler, j'imagine, de cet événement-là après qu'il se soit produit, là. Ouais, ben oui, je vais avoir des choses à dire. Finalement, peut-être le dernier truc qui se passe, c'est plus en décembre cette année. C'est le Salon du jeu de société de Montréal va se dérouler la fin de semaine du 2 et du 3 décembre. C'est au Collège Maisonneuve. Ça va être 10 $ l'entrée. Ça va être un petit peu moins cher pour les jeunes. Et c'est une journée, là, bon, ça c'est vraiment jeu de société. On va voir les gros distributeurs, les éditeurs du Québec qui vont se déplacer, présenter leurs jeux. Il va y avoir des zones de jeux où on va pouvoir essayer ces jeux-là aussi. Il va y avoir aussi un espace de zone proto, de prototype de jeu, des auteurs qui vont être là, des conférences. Donc, on parle de quand même beaucoup d'activités dans ces salons-là. C'est vraiment un beau salon pour l'industrie, si on veut, du jeu de société qui se rassemble et vraiment dans le but de présenter leur jeu au public. C'est un salon aussi, on s'entend, c'est pas pour rien que c'est en décembre ou fin novembre, ces salons-là, c'est pour préparer pour Noël, c'est sûr. On veut voir ce qui sort, ce qui est intéressant, peut-être préparer nos cadeaux. C'est vraiment des salons très familiales avec beaucoup d'activités de différents types, autant pour les plus gamers que les familles et les jeunes.
Donc, oui, Salon du jeu de Montréal, 2 et 3 décembre prochain. Est-ce que Et tu vas toi, tu faire un vas être, tour? ben toi, tu vas être là déjà au départ. J'allais te dire, toi, tu vas être présent là. Je vais être présent pour un peu superviser la zone de prototype de jeu. On va avoir une zone avec une dizaine d'auteurs présents qui vont présenter leurs produits durant les 2 jours. Oui, donc c'est ça, je vais être là pour ça. Je vais être là pour Ben, ça. peut-être qu'on va se croiser dans cette section-là, Dans cette section, possiblement. tu risques d'y être Donc, aussi? on va. Peut-être, j'ai un petit proto qui pourrait être prêt pour le tester un peu. Donc, ça serait intéressant. Là, tu m'avais dit d'ailleurs, tu m'avais déjà invité à cet événement-là et ça m'intéresse beaucoup d'être présent. Excellent, excellent. Ben, c'est ça. En gros, cette zone-là, c'est vraiment ouvert à des gens qui ont des prototypes de jeux, qui sont là pour continuer à tester leur jeu, essayer de l'améliorer, le présenter au public, avoir le plus d'opinions et d'avis possible. C'est vraiment des belles journées. On l'avait fait l'année passée aussi, et c'était tellement plein. Les auteurs, toute la journée, ils arrêtaient pas, ils présentaient leur jeu. Donc, c'est vraiment le fun là, aussi juste pour montrer au public à quel point. Montrer au public l'endo un peu de la création de jeu, du jeu de société, Hmm. c'est-à-dire qu'il y a des auteurs derrière ça, il y a des gens qui travaillent fort, qui mettent beaucoup de temps et d'énergie, qui pensent longtemps que c'est un jeu, c'est pas si facile que ça non plus à faire. Donc, ça met en contact là, un peu le public vis-à-vis la création d'un jeu en soi et proche des jeunes auteurs qui risquent de se faire éditer un jour, on leur souhaite évidemment. Donc, ça va être durant le Salon du jeu de Montréal le 2 et 3 décembre prochain. Ah ouais, très cool. En fait, il y a un petit événement que j'aimerais quand même glisser un mot au mois de novembre. Malheureusement, malheureusement, peu importe, quand cet épisode va sortir, l'événement va déjà être passé. Il s'agit du Lac à l'épaule ludique, en fait, qui est une convention de jeux semi-privée, si on veut. Vraiment un événement à ne pas manquer. En fait, tous les nouveaux jeux d'Essen, pas tous les nouveaux jeux, là, j'exagère vraiment, mais plein de nouveaux jeux d'Essen vont être présents là-bas. Comme je dis, c'est un événement un peu, tu sais, ça me fait penser un peu au Gathering de Alan Moon. Ok. En Ouais. fait, ça pourrait devenir ça, tu sais, dans quelques années. Toujours les nouveautés d'Essen qui sont là, une sélection de joueurs, si on veut, pour un bel événement dans un chalet. Donc, c'est un événement auquel on va à chaque année depuis quelques années. Malheureusement, JF, tu seras pas là cette année. Non, 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 malheureusement, je vais manquer ça. Oui, en effet, tu sais, c'est quoi la quatrième fois qu'ils le font? Ça Ouais, reste un quatrième événement édition. assez petit parce que on parle d'un chalet à 80 ou 100 personnes. C'est un gros chalet, mais ça reste un petit événement. Ouais, Euh, exact. mais c'est ça, exact, là, c'est vraiment agréable pour ça. Il y a quand même une autre place où les gens peuvent aller jouer en novembre, et c'est la convention de Ludo Outaouais. Ah oui, ça c'est quand même une très grosse convention. Ben c'est ça, eux aussi, ils sont là depuis longtemps, ils sont tout le temps là en novembre. Grosse convention le 24 du 24 au 26 novembre prochain. Euh, Dans le fond, c'est ça. C'est vraiment une des grosses conventions de jeu. Ça se passe dans une école secondaire à Gatineau. Donc, c'est vraiment quand même un gros centre, là, Gatineau. Il y a vraiment une grosse communauté de joueurs alentour de ça. C'est un événement qui reste, qui est marquant, qui est là depuis longtemps. C'est, en tout cas, pour ceux qui cherchent de quoi faire cette fin de semaine-là, une belle fin de semaine à Gatineau pour aller jouer. Ça vaut la peine, ça vaut le détour quand même. Cool. Bon, ben, je pense que ça fait pas mal le tour. C'est la première fois qu'on parle pas mal, qu'on parle autant d'actualité. Mais je pense qu'il y avait effectivement beaucoup d'événements à mentionner qui sont très intéressants, là. Ouais, exact. Ben, beaucoup d'événements en plus tu sais, au Québec local, donc fallait qu'on en parle. On n'avait pas le choix. Exact. Et là, en plus, on fait tout juste sortir de SN, donc c'est quand même l'automne, hein? Un bon moment pour jouer à des jeux. Ouais, exactement. Il commence à faire froid, à mouiller dehors. Bon, on reste en Mhm. dedans puis on joue. Oh oui, c'est le paradis des gamers. Bon, est-ce qu'on est Bon, rendu à ta section?
Oui, exactement. On est rendu à la chronique Moment Mobile. Vous pouvez faire des jeux extraordinaires, mais vous ne pouvez pas en faire un succès. Les joueurs en feront un succès. Il y a plus de 2,8 milliards de joueurs mobiles actifs chaque mois. Les jeux mobiles génèrent un revenu de 40 milliards de dollars par année. On peut bien prendre un petit 5 minutes pour parler de jeux mobiles. Aujourd'hui, à Moment Mobile, on va parler de Clash Royale. Clash Royale sorti en 2016, donc c'est un jeu qui est assez récent, fait par la compagnie Supercells, pas Supercell, excusez-moi, Supercell, et c'est une compagnie qui est notamment connue pour avoir fait le jeu extrêmement connu Clash of Clans. Donc ça se retrouve sur Android et iOS. C'est un peu une suite non officielle de Clash of Clans, ça se passe dans le même univers, c'est les mêmes personnages qui reviennent, mais Clash Royale c'est un jeu compétitif de duel entre les joueurs. Donc ce qu'on appelle là, communément du PVP, joueur contre joueur. C'est un mélange entre une espèce de MOBA et un Tower Defense. C'est des termes un peu plus techniques pour les gens qui connaissent les jeux, mais bon, ça donne un peu une idée du genre de jeu que c'est. Le but du jeu, c'est d'aller détruire les tours de l'adversaire. Donc, il y a comme des tours de chaque côté, il y a vos tours, il y a les tours de l'adversaire, et le but, c'est d'envoyer des unités, des personnages pour aller détruire les tours de ton adversaire. Et en fait, comment ça fonctionne, c'est que tu as des cartes en main. En fait, tu vas avoir ton propre deck de cartes, de 8 cartes. Et c'est des cartes que tu vas devoir jouer sur le plateau et qu'après, bon, le personnage va se déplacer et faire ses habilités qui sont personnelles à lui-même. Bien entendu, chaque carte coûte un certain nombre de mana et la mana se régénère dans le temps. Donc, il y a une gestion de la mana en temps réel qui se fait. C'est des parties qui sont très courtes. C'est des parties qui durent 3 minutes chronométrées, donc c'est pas très long. Je vous cacherai pas que c'est le jeu auquel j'ai le plus joué dans la dernière année. Et en fait, ça fait à peine 6 mois que je joue à ce jeu-là. Donc je suis très excité par ce jeu-là. Je voulais en parler plus tard, mais là, j'avais pas vraiment le choix d'en parler maintenant. Parce que c'est aussi Clash Royale un e-sport. Un e-sport très débutant. Donc le jeu est sorti depuis moins de 2 ans. En fait, ça fait presque 2 ans, là, si on veut, qu'il est sorti. Et il y a eu le deuxième gros tournoi qui appelle la King Cup. C'était le 26 octobre dernier. Donc c'est le plus gros tournoi de Clash Royale, prenant des joueurs à l'international avec des prix en argent de 200 000 $. Donc on n'est pas au niveau des gros e-sports, mais c'est très bien poussé par la compagnie. D'ailleurs, Supercells, là, ils font un excellent travail de promotion sur ce jeu-là. Il y a en ce moment à peu près 100 millions de joueurs actifs sur Clash Royale. Ça veut dire que quand on veut débuter une partie, la partie se démarre habituellement en moins de 2 secondes. Donc c'est extrêmement rapide. On peut toujours jouer. C'est très engageant comme jeu. Donc des parties de 3 minutes, tu peux les jouer tout le temps, n'importe quand. C'est très très accessible. Et juste pour vous donner une idée, 100 millions de joueurs, c'est pas mal dans les jeux mobiles les plus joués. C'est environ le même nombre de joueurs que Candy Crush. Le jeu, il est tout simplement magnifique en fait visuellement et au niveau de la stratégie. Donc c'est un jeu réellement là où il y a des stratégies. Vous pouvez seulement prendre 8 cartes dans votre deck de base. Des cartes, il y en a environ 70 en ce moment. Et vous pouvez qu'en jouer 8. Donc les cartes vont avoir un cycle très rapide. On va jouer plusieurs fois les mêmes cartes dans une partie. Donc la stratégie autour d'un deck est très bien définie. En plus, le système de rang, donc le système de ranking est bien fait. Là. On peut toujours jouer avec quelqu'un de son niveau. On monte les échelons graduellement et à chaque partie, ça va être vraiment contre quelqu'un de notre niveau. Donc ça, c'est très, très intéressant pour ça. Bon, malheureusement, comme tous les jeux mobiles, le problème se situe au niveau de leur système de monétisation. On parle ici d'un système de microtransactions assez décevant. En fait,
on parle de microtransactions, mais le plus gros paquet que tu peux acheter dans le jeu d'un coup, c'est 170$. Donc, c'est sûr que c'est quand même assez extrême. Euh, Malgré tout ça, c'est quand même, comme je vous disais, un jeu stratégique. Donc, c'est un joueur qui va vraiment récompenser le talent des joueurs. C'est possible de se rendre dans des arènes très compétitives en investissant rien ou presque rien. Par contre, ça va prendre plus de temps, ça c'est sûr. Mais si vous êtes bon, vous pouvez vous rendre très loin sans payer. Donc ça c'est quand même pas pire pour ça. C'est pas non plus un jeu dans lequel il faut attendre là, pour jouer. Là. Il n'y a pas de timer qui dit ok tu peux pas jouer sinon il faut que tu payes. Non, c'est un jeu dans lequel tu peux tout le temps jouer. Donc t'es pas obligé d'attendre après des timers là, pour faire tes combats. En fait, c'est ça, Clash Royale, donc excellent jeu. Les pours très dynamiques, remplis d'action. Les parties sont courtes. Possibilité de jouer tout le temps. Les parties se lancent en quelques secondes. Beaucoup de modes de jeu différents, donc des modes en équipe, des modes tournois spéciaux qui roulent pratiquement tout le temps. Il y a un système de rang et il y a un système de tournoi aussi dans lequel les cartes ne seront pas assujetties à certains niveaux. Donc vous pouvez jouer contre n'importe qui, mais avec peu importe les cartes que vous avez, si vous avez payé ou non, ça fera aucune différence. Il y a une grande diversité de cartes et surtout beaucoup de possibilités de stratégies viables. Donc c'est un jeu dans lequel il y a bien entendu des métas, comme dans tout ce genre de jeu-là. Dans celui-là, la beauté, c'est qu'il y en a beaucoup, et il y en a beaucoup qui sont viables. Presque toutes les cartes sont jouées dans les tournois, donc ça montre que la balance du jeu est bien faite. Les contres, bon, comme j'en ai parlé un peu plus tôt, c'est un système où tu peux payer pour aller plus vite. Tu peux payer aussi pour écraser des joueurs. Donc ça, c'est toujours un peu moins intéressant. Et il y a un système de coffre. Donc les gens qui connaissent un peu plus les jeux vont dire un système de drop qui est comme plus ou moins généreux, là, dans le sens que ça peut être long avant d'aller chercher vraiment ce que tu veux obtenir. Par contre, pour tous ceux qui aiment les jeux de stratégie tactique, les jeux où tu bâtis ton propre deck et où tu as ta propre stratégie, les jeux qui sont rapides puis compétitifs, je pense que Clash Royale vaut vraiment le détour. C'est un excellent jeu. Excellent, merci Simon. Clash Royale avec déjà un e-sport, ça doit être spécial, c'est un jeu mobile, ça, on s'entend? Ouais, c'est un jeu mobile en fait. D'ailleurs, là, c'était le gros tournoi, puis c'est réellement un stage avec deux gars qui ont leur téléphone dans leurs mains, là, sur le stage, là, Oui, c'est ça. debout. Ils sont debout, le Debout. téléphone dans leurs mains, debout. Ouais, mais ils ont ouais, c'est ça, debout. Cette année, c'était debout. L'année passée, ils étaient assis dans des genres de fauteuils, mais cette année, c'était debout. Tu sais, c'est quand même un e-sport, là. Ah ouais, ouais, ok. C'est plus stressant de vous, bon. Ok, c'est spécial, je savais pas que c'était rendu aussi gros déjà. Ouais, ben, ils font un gros travail de promo, là, Supercell. C'est eux qui organisent tous les tournois. Ils payent des YouTubers pour qu'ils créent du contenu sur le jeu. Donc, ils sont quand même très actifs dans la promotion. Ils gardent le jeu bien balancé. Puis, ils s'assurent de créer tout le temps là, du dynamisme autour du jeu. Là. Ah ben génial, je vais jeter un coup d'œil à ça, ça m'intrigue. Oh, fais attention, fais attention. Ok, ben en fait je pense qu'on est rendu maintenant au cœur du sujet de l'épisode, donc les jeux de deck building. Ouais, JF, je pense que tu nous as yes. préparé là, un petit survol historique, introduction au genre, je te Oui, laisse procéder. ben merci beaucoup. Alors oui, aujourd'hui on parle de deck building. J'aimerais définir un petit peu le genre. Qu'est-ce qu'on entend par un deck building? Qu'est-ce que ça veut dire exactement ce terme? Alors, pour moi, le deck building est venu avant, peut-être était plus connu sous les jeux un peu de les TCG ou les LCG, comme les jeux comme Magic. C'était des jeux où tu créais ton deck et ensuite, une fois qu'il était créé, ben, tu allais te battre contre un autre joueur. Comme Dans Clash Royale. Ouais, c'est ça, exact. Mais ce terme a été un peu plus repris par les jeux de société et maintenant veut dire vraiment quelque chose de différent. C'est-à-dire que
d'ordre général, dans un deck building, les joueurs vont commencer avec un paquet de cartes qui est généralement le même et généralement des cartes pas très fortes, pas très bonnes. Durant la partie, il va y avoir un système de marché dans lequel les joueurs vont pouvoir aller acheter des cartes qui vont rajouter dans leur deck et donc qui vont améliorer leur deck durant la partie. C'est aussi une des particularités, c'est que il y a généralement des mécaniques qui te permettent de retirer des cartes, donc les cartes de début qui sont un peu moins fortes, tu veux les retirer pour épurer ton deck, pour avoir juste les cartes que tu as achetées. Aussi, les cartes que tu as achetées, généralement, quand tu vas l'acheter, tu vas la mettre dans la pile de défausse. Et une fois que ton paquet de cartes est fini, ben, tu vas prendre ta défausse, tu vas la mélanger et tu vas repiger du nouveau paquet de cartes brassé. C'est-à-dire qu'il y a toujours un délai entre le moment où on va acheter une carte et le moment où on va pouvoir jouer cette même carte-là. C'est vraiment pas au moment où on achète la carte qu'on la joue et qu'on applique son effet. C'est vraiment pour plus tard, pour personnalifier ou plutôt améliorer notre deck et notre stratégie. Donc, pour moi, c'est ça que ça veut dire un peu le deck building. C'est pas juste un jeu où tu vas mettre des cartes devant toi qui restent devant toi tout le long, que c'est des pouvoirs que tu vas pouvoir faire. Pour moi, c'est pas ça un deck building, même si tu vas acheter des cartes. C'est vraiment le concept de faire un roulement de cartes. Dans ton deck et le fait que tes cartes, tu vas pouvoir les réutiliser plusieurs fois, mais il va falloir que tu les ailles en main pour pouvoir les jouer. Donc, c'est pour moi, c'est vraiment ça qui définit le genre. Par contre, je parle de cartes depuis tantôt et c'est plus vraiment le cas, c'est plus juste le cas avec les cartes. On peut voir maintenant des jeux qui utilisent des jetons ou des dés. Utilisant les mêmes concepts que je vais tout expliquer là, concernant le deck building, mais au lieu d'utiliser des cartes, ça va être des dés ou des jetons. Donc, c'est plus large que juste un deck building. Maintenant, pour moi, cette mécanique-là est un deck ou pool building qui comprend un peu le même concept, mais qui utilise des éléments différents. Donc, quels sont les jeux qui sont marquants dans le genre? Ben, je dirais, avant 2008, ce genre-là n'existait pas. C'était juste pas une mécanique connue, c'était juste pas quelque chose qu'on utilisait. C'était un peu dans le néant, si je pourrais dire. C'était vraiment Dominion 2008 qui a amené cette mécanique-là. Dominion est un jeu de deck building classique qui, dans le fond, propose un marché. Le marché de cartes est au milieu et il y a des paquets pour les différents types de cartes. Donc, quand tu vas acheter une carte, il y a un coût. Si tu as assez d'argent, tu vas pouvoir aller l'acheter. Il n'y a pas de randomness de quelle carte va être là. Il y a les paquets de toutes les cartes. Tu vois les options et tu achètes ce que tu veux acheter selon l'argent que tu as pour compléter ton paquet. Dominion, ben là, il y a une dizaine d'extensions qui est sortie depuis le temps. Il y a il y a la deuxième édition de Dominion qui vient de sortir. Donc, c'est encore un jeu vraiment populaire avec toutes les extensions. Ce qu'on voit, c'est que chaque partie va être vraiment différente par rapport aux cartes et aux effets de ces cartes-là qu'on va introduire dans le jeu. Mais c'est un jeu marquant, c'est le classique. Quand on parle d'un deck building, généralement on pense à Dominion en premier. C'est le jeu marquant. Mais après ça, 2009, jeu qui a peut-être pas marqué autant l'esprit que les gens, mais quand même un jeu très populaire, peut-être un petit peu moins connu ici, qui est Thunderstone, qui est un jeu donc où on est des aventuriers, on va construire notre paquet de cartes dans le but d'aller vaincre des monstres dans les grottes. Dans le jeu, dans le fond, à ton tour, soit que tu vas essayer d'affronter un monstre, ou soit que tu restes au village dans le but de t'acheter du matériel, donc de compléter ton paquet de cartes. Un autre gros classique, il a été refait un peu avec Thunderstone Advance, qui a repris un peu le système, qui l'a amélioré. Mais qui est un jeu quand même assez marquant là, dans ce niveau-là, qui va chercher peut-être un petit peu plus les geeks de sa thématique que Dominion, Dominion est plus familial, si on veut, très accessible de tous. Ensuite, d'autres jeux sont venus compléter, un petit peu continuer ce qui était sorti, des jeux comme Rune Age et comme Ascension, Storm of Soul, qui sont des jeux qui ont repris un peu les mécaniques et un peu les mêmes concepts, mais qui les ont mis dans un style un peu différent. Et ben, la popularité de Dominion et de cette mécanique-là a fait en sorte que d'autres jeux plus gros ont intégré la mécanique de deck building dans un jeu plus gros avec plusieurs autres mécaniques. Donc un jeu comme Mage Knight, The Board Game, a un aspect de deck building, même si on considère pas du tout que ce jeu-là est un deck building en soi, mais il y a quand même un petit aspect. Et c'est ce genre de truc qu'on va voir et qu'on voit
beaucoup maintenant dans des jeux plus complexes, dans des plus gros jeux où il y a plusieurs mécaniques, ben souvent la mécanique de deck building, elle est présente, elle est là, et elle sert beaucoup de jeux. Ensuite, 2012, ça a été une année des super-héros dans les deck building avec Legendary et DC Comics, qui sont deux deck building un peu euh, qui ont été très popularisés par leur thématique, qui ont pas amené peut-être grand-chose au genre, mais qui ont vraiment continué à concrétiser ce genre-là, à continuer à le populariser. Et pour moi, le dernier, le jeu qui est très emblématique des deck building, c'est le jeu qui s'appelle Star Realm de 2014, qui est un joueur contre un autre joueur, un deux joueurs, dans l'espace où il y a un marché, on achète des cartes, on essaie de tuer l'autre joueur. Vraiment une confrontation directe, mais un peu plus épurée, un peu plus straight to the point, et vraiment, pour moi, rendu un classique et très représentatif de cette mécanique-là, le deck building. Donc, c'était un petit peu là, mon point sur le deck building, mon point historique là, sur cette mécanique-là de jeu-là et comment elle a évolué dans les années. Voilà. Oh ben merci beaucoup JF, ça j'étais quand même là, tu sais, je me disais qu'il y avait au moins quelques petits jeux obscurs avant Dominion, avant que ce jeu-là, tu sais, vienne créer ce style. Ouais. Mais Ben, ben en fait, tu sais, quand je faisais des recherches pour les deck building ou pour tu sais, d'autres mécaniques de jeu, il y a tout le temps d'autres jeux. C'est vraiment dur de dire c'est quel le premier jeu de ce genre-là. Tu sais, comme les co-op, on pense à Pandémie, mais il y en a d'autres avant. Euh, les worker placement, on pense à Kaelus, mais il y en a d'autres avant. Tu sais, c'est comme pas tout à fait clair. Le deck building, c'est assez clair. Il n'y en avait pas avant, là, dans le sens que il y a zéro jeu qui utilisait ce genre de mécanique deck ou pool building qui est similaire ou qui est proche de ce que fait Dominion. Donc, non, en effet, comme tu dis, il y en a pas beaucoup. Il y a peut-être, tu sais, le seul que je verrais, c'est peut-être StarCraft de Board Game qui l'utilisait, qui est sorti en 2007-2008, qui a, dans un jeu beaucoup plus gros, avec beaucoup d'autres mécaniques, ben, qui ont intégré cette mécanique de deck building, qui est un petit peu différente, mais quand même assez similaire à ce que fait Dominion. Mais c'est vraiment un petit aspect là, du jeu et non le jeu en soi. Donc, c'est vraiment pas StarCraft de Board Game qui a popularisé cette mécanique-là, c'est vraiment Dominion. ah ben encore aujourd'hui ça reste un des bons jeux dans le genre là. Je trouve que pas que je trouve pas qu'il y a des jeux qui ont innové, mais tu sais, on n'est pas encore si loin de Dominion que ça, là. Tu sais, c'est encore un jeu que j'aime jouer, c'est encore un jeu que les extensions donnent énormément de rejouabilité au jeu aussi, là. Ouais, exactement. C'est un jeu simple, efficace aussi. Euh, Comme tu dis, il est encore, c'est pas pour rien qu'il est réédité, il est encore super populaire, super connu. C'est un bon aussi, c'est getaway game, jeu d'introduction. Il est tellement connu que ça a été probablement un des premiers jeux pour beaucoup de monde. Donc c'est vraiment un bon jeu d'introduction aux jeux de société. Ben, il montre une mécanique là, qui est pas compliquée, mais qu'il faut quand même comprendre. Une fois qu'on l'a compris, ben après ça, ça nous ouvre des portes sur d'autres jeux qui réutilisent ce même genre de mécanique-là. Donc, oui, comme t'as raison, il y a d'autres jeux qui ont vraiment un peu pris ce concept-là, ils ont essayé d'innover, mais on dirait que Dominion reste encore trop un classique. Puis avec toutes les extensions, ça fait que chaque partie peut être vraiment différente, là. Ah, absolument, là, c'est bien, bien vrai tout ça. En fait, on arrive dans le segment des mentions honorables, donc les jeux de deck building justement qui ont pas fait notre top 5. Il y en a beaucoup, mais il y en a beaucoup qui sont... et là, c'était exactement ce que tu disais, en fait. Il y en a plein qui ont comme repris le concept. Tu sais, je pense à des jeux comme Nightfall ou à Tanto Quere, là, tu sais, qui sont des jeux qui ont quand même un certain public pour, mais c'est vraiment une genre de version de Dominion dans une thématique un peu différente, là. Ouais, oui, j'avais pas nommé, mais Tanto Poiré est encore
t'es encore sur le marché, t'es encore essaie de percer. J'ai l'impression que moi je viens de commencer à en entendre. C'est quand même un jeu qui date de quelques années, mais en effet qu'il y a peut-être pas cette touche d'originalité assez là, pour se différencier des autres jeux. Reste qu'il y en a pas énormément, tu sais, quand on parlait de jeux de cartes. Ou de coop, il y en avait beaucoup trop qu'on pouvait pas parler. Ça reste qu'il n'y en a pas tant que ça, surtout si on se concentre un peu plus sur les jeux plus de cartes, plus proches de la mécanique. Là, on va peut-être pas parler de tous les jeux qui ont une petite mécanique de deck building à l'intérieur, mais qui se concentrent un peu plus sur cette mécanique-là. Il n'y en a pas une quantité incroyable là, non plus, Simon. Non, c'est ça, il y en avait un nombre très respectable pour qu'on puisse faire un épisode d'une durée standard sur ça. Effectivement, là, si on se concentre sur ceux qui sont les plus emblématiques, c'est pas un genre qui est nécessairement qui est saturé, là, si on veut. Là. Non, c'est ça, exact. Puis qui est encore tout jeune, là, qui a même pas 10 ans, là, vraiment. Là, donc, peut-être qu'on peut commencer là, tout de suite à parler de certains de ces jeux-là. Peut-être que je vais commencer à parler d'un jeu qui est sorti en 2016, qui est Harry Potter Hogwarts Battle. Donc, c'est Oh, oh. un jeu de deck building sous la thématique de Harry Potter. C'est un bon jeu, tant qu'à moi, d'introduction au deck building. C'est une mécanique de deck building qui est peut-être un petit peu plus simplifiée par rapport à ce qui se fait dans Dominion ou dans une mécanique classique. Et ben, c'est un jeu coopératif, donc on va incarner les jeunes héros et tenter de vaincre les méchants du jeu et de les empêcher de prendre le contrôle de certains lieux. Et à chaque tour, ben, on va pouvoir acheter des cartes d'un marché, en fait, acheter des sorts ou acheter des objets magiques ou acheter même des alliés, des amis, des personnes qui vont venir nous aider Des esclaves. Ouais, c'est ça, de notre deck de cartes qui va bon, nous aider là, à remplir les objectifs. C'est aussi un jeu, dans le fond, il y a comme 7 boîtes, 7, pas scénarios, mais 7 parties au jeu qui ben, suivent un petit peu les tomes, évidemment, des 7 livres. Et plus on va avancer dans ces parties-là, ben, plus la mécanique va se complexifier. On va voir des nouvelles cartes avec des nouvelles mécaniques. Donc là, c'est vraiment un bon jeu d'introduction parce que la première partie elle va être super facile pour les gens qui sont habitués à cette mécanique-là, mais ce sera pas trop difficile pour des gens que c'est leur première partie d'un deck building. C'est vraiment un bon jeu d'introduction, il y a une belle thématique, il y a le potentiel d'attirer vraiment les gens le regard parce que je pense pas mal sûr que c'est le premier et seul bon jeu de société de Harry Potter qui a été fait. C'est Mhm. un jeu, dans le fond, c'est pas beaucoup de jeux très jouets, des jeux un peu tu sens là, que c'est tu prends un Monopoly, Harry Potter, des trucs comme ça. Ouais. Euh, c'est un jeu original tu sais, c'est vraiment oui, il y a une brand dessus, mais c'est un excellent jeu. On pourrait changer la thématique, ça serait quand même un très bon jeu. Donc, ben, Harry Potter Hogwarts Battle, voilà. Ouais, j'ai très hâte de l'essayer. Là. Ça fait longtemps que je l'ai dans mon radar. Là. C'est un des prochains jeux que je vais me procurer. Nice. Moi, un des jeux de deck building que j'ai toujours apprécié particulièrement puis que je trouve qui est assez sous-estimé, c'est le jeu de Fantasy Flight Rune Age, sorti en 2011, donc pas tant longtemps là, après Dominion. Runage, c'est un deck building assez classique, je dirais. Une des variantes, c'est que chaque joueur va jouer une certaine faction. Donc, votre deck de base est différent. Et vous avez votre propre marché, mais il y a aussi un marché commun. Donc, vous pouvez bâtir un peu votre deck comme vous le sentez par rapport à ça. Une des particularités de Runage, c'est qu'il y a plusieurs modes de jeu. Donc, il y a le mode compétitif, là, assez classique. Il y a le mode où on va être coopératif. Il y a le mode où c'est compétitif, mais on peut s'attaquer entre nous. Donc, ce qu'on voit un peu moins souvent peut-être dans les deck building vraiment à la Dominion. C'est un jeu dans lequel il y a plusieurs scénarios différents. Il y a plein de cartes de scénarios. Donc, très grosse rejouabilité là, au niveau de Runage. Bon jeu, très sous-estimé, je dirais. Là. C'est le genre de jeu que je peux qui est facile de trouver comme à 5$ dans des magasins de jeux parce qu'ils en vendent pas beaucoup. Puis il se trouve encore, là, en fait. Mais moi, je trouve que c'est un excellent deck building game.
Ok, ben je l'ai pas essayé encore, lui, je le connaissais de nom. Je savais pas qu'il y avait plusieurs modes de jeu, ça c'est déjà assez intéressant, là. Ouais, ça c'est une des belles variantes, je trouve, de ça. C'est très rare que moi je jouais au mode où tu peux t'attaquer avec les autres. Souvent on faisait les modes coopératifs où il y a le mode comme compétitif mais contre un boss, là, si on veut. Là. Donc tu sais, tu te bats pas entre joueurs, mais tu te bats pour être le premier qui va combattre dans le fond le monstre. Là. Ok, ouais. Et ce qui est cool aussi, c'est que chaque faction est très différente. De la façon dont tu vas la jouer, de la façon dont tu vas jouer tes cartes, de la façon dont tu vas faire le cycle dans ton deck. Chaque faction là, est assez différente. Ok, cool, intéressant. Alors, je vais continuer avec le jeu Ascension Storm of Soul, qui est un jeu de deck building, de confrontation, un petit peu qui ressemble beaucoup. Et pour ceux qui ont joué à Star Realm, vous savez, ça ressemble énormément au jeu Star Realm. Par contre, Ascension est sorti avant Star Realm et c'est un jeu qui a on va devoir donc attaquer des monstres. Et dans le jeu, il y a un marché. Donc, c'est pas un marché comme Dominion où il y a tous les types de cartes, puis tu peux acheter ce que tu veux, s'il est encore disponible. C'est vraiment, il va y avoir un marché de 5 ou 6 cartes en jeu. À ton tour, tu vas pouvoir acheter des cartes dans ce marché-là. Et bon, à chaque fois que tu vas acheter des cartes, tu vas en remettre des nouvelles. Donc, il y a comme un roulement. Tu peux pas acheter ce que tu veux quand tu veux. Tu peux juste acheter du marché. Donc, c'est un petit peu limité. Il faut vraiment que tu te concentres et essayer. C'est vraiment plus de la tactique où on doit acheter, penser un petit peu plus tour par tour qu'une stratégie à long terme. Dans Ascension, ce qui arrive, c'est qu'il va y avoir des monstres qu'il faudra combattre qui vont apparaître dans ce marché-là. Et ben, au lieu d'aller acheter des cartes, tu peux essayer de combattre et vaincre les monstres dans le but de remporter des cartes et faire des points de victoire. Donc, Ascension, c'est un bon classique. Il y a d'extensions aussi. Là. Il y en a au moins 3 autres extensions qui sont rajoutées à ce jeu de base. Donc, c'est un autre classique là, des jeux de deck building qu'on a peut-être pas beaucoup entendu parler, du moins. Peut-être un petit peu plus connu par les gamers, mais moins populaire là, d'une façon générale, moins connu en général aussi. C'est peut-être le fait d'un manque d'une version en français. Je suis pas sûr qu'il y ait eu une version en français pour ce jeu. Ça aide pas évidemment à sa popularité au Québec, surtout que Star Realm, dès qu'il est sorti, il a été disponible en français. Ça fait une grosse différence, mais reste un excellent jeu. C'est la base sur laquelle Star Realm s'est basé là, pour créer le jeu. Donc Ascension Storm of Soul. En fait, je dois admettre, je n'ai jamais joué à Ascension. Mais maintenant que tu compares ça à Star Realm, Ah, ça me c'est- donne envie de Ouais, voir ça. ben c'est très similaire. La grosse différence qu'amène Star Realm, c'est qu'il y a vraiment de l'attaque directe entre les joueurs. Alors que dans Ouais, mais tu Ascension, parlais d'un marché réduit, puis ça, dans beaucoup de deck building, c'est pas quelque chose qui est présent. Du moins, ceux qui datent un peu plus, là, il y avait toujours, tu sais, le concept à la Dominion, là, où tu as absolument accès à toutes les cartes en tout temps, là. ouais, exact. Ben, à cause de Dominion, clairement, ça, c'est plus populaire, mais il y a cet autre concept-là qui est aussi ben, peut-être plus populaire maintenant, qui est un marché de 5 ou 6 cartes, puis tu peux acheter juste dans le marché, là, c'est vraiment... toutes les deck building se sont retournés un petit peu on dirait, dans ce genre-là, parce que ça te permet d'avoir moins de cartes et de pouvoir peut-être mettre d'autres choses dans le jeu, que ce soit pas juste basé sur la mécanique de deck building. Tu sais, je pense bon, à Clank, qui est un jeu qu'on va parler tantôt, mais qui a aussi le même principe. C'est un jeu avec un board, avec un gros board, mais qui a un aspect de deck building super intéressant, mais il n'y a pas 10 paquets là, ouverts. Là. C'est un marché réduit. Donc, c'est vraiment une mécanique là, qui est de plus en plus répandue dans les deck building. Là. On voit le même principe dans Harry Potter, en fait. Cool, ben en fait, je vais, si ça te dérange pas, JF, parler de deux jeux OK. d'un coup. Je pense que ça fait du sens parce que c'est le jeu de Marvel et le jeu de DC. Donc DC Comic Deck Building Game et un Marvel Deck Building Game aussi là, sous la bannière Legendary. On voit qu'ils sont plus ou moins originaux dans leur nom, là, mais bon. Euh, ils se cachent pas que c'est un deck building, hein, en tout cas. Euh, bon, les deux sont sortis la même année, mais c'est deux jeux très différents. En fait, le Legendary, c'est un jeu coopératif. Bon,
coopératif dans lequel il y a quand même un gagnant unique. Et Ah ouais. DC Comics. Ouais, c'est Euh, ça, en fait. Ben, on va ça, c'est commencer par bizarre. Legendary. Ouais, c'est ça, c'est un jeu coop, ok, complètement coop. Tu peux aucunement, tu sais, il n'y a pas de trade, tu peux pas attaquer tes amis, tu peux juste gagner en groupe, là, tu sais, c'est ça. Sauf que, ben, il y a quand même des points que tu fais en réussissant des missions, puis celui qui a le plus de points à la fin, c'est le vrai gagnant. Donc ça, je trouve ça, j'avais trouvé ça un peu bizarre là, déjà au départ. Tu sais, nous, on s'en foutait un peu du vrai gagnant, mais ça amène les joueurs à faire des fois des choix un peu douteux. Tu sais. Ben oui, c'est ça, je me dis. Des jeux, Peut-être des que choix qui sont c'était, pas nécessairement dans le but du groupe au total, non? peut-être que c'était ça le concept, mais bon, dans ma tête, si c'était juste un jeu coop, tu sais, au moins c'est des super héros, ils travaillent ensemble, puis bang bang bang. Euh, la beauté de Legendary, si on veut, c'est que c'est vraiment un jeu à scénario. Donc dans le jeu, tu vas avoir un certain nombre de scénarios qui viennent avec leur lot de cartes et tu vas aussi faire des combats dans certains environnements. Donc ça rappelle un peu le Sentinel of the Multiverse au niveau de comment c'est organisé. Mais c'est vraiment un deck building standard dans lequel on va jouer un personnage et on va bâtir notre personnage. Personnellement, je suis pas vraiment un fan de Legendary Marvel, en tout cas, du moins. Euh, il semblait y avoir quand même beaucoup de problèmes de balancing en fonction des héros que tu prenais, en fonction des missions dans lesquelles tu étais. Euh, un jeu qui nous a semblé un peu facile quand on a joué. Et ça, on sait, dans les coops, c'est pas tant une qualité recherchée dans un jeu. Là. Non, non, en effet, on veut Le plus. fait qu'il soit facile. Là. Non, c'est ça, on Euh, veut plus se faire ramasser les premières games pour se donner un bon défi, là. c'est ça, exactement. Dans ce jeu-là, on l'a pas. Je dis on là, parce qu'on était plusieurs à jouer puis on avait toute la même sensation. On a joué quelques scénarios de suite et c'était un peu trop facile pour nous. Pas nécessairement qu'on était très bon, là. C'était plus que le jeu avait de l'air un peu facile. Non, ça, je voulais pas avoir l'air de me vanter en disant, ah ouais, c'était vraiment facile pour nous, pis tout. Euh, non, non, c'était juste que ça avait de l'air un peu trop facile. Par contre, Legendary, c'est une grosse franchise, donc ils ont sorti énormément d'autres jeux basés sur le même système, mais dans des univers différents, avec sûrement quelques mécaniques qui varient à chaque fois. Donc, le plus populaire, à part Legendary, c'est probablement Alien. Donc, c'est Legendary Encounter, donc c'est basé sur la franchise Alien. Sinon, il y en a eu sur Firefly, sur Buffy the Vampire, sur Dark City, sur Big Trouble in Little China. Donc, il y en a eu sur... et d'après moi, ils vont continuer à, à faire ça avec plusieurs franchises différentes là, parce que le système était pas mauvais là. C'était peut-être juste la façon dont les cartes étaient balancées qui restait à améliorer. J'ai pas joué à Legendary Encounter, je serais très curieux d'y jouer. Cool, cool, cool. Puis DC Comics, Ouais, DC Comics, c'est pas un co-op, alors c'est un un, jeu compétitif un jeu purement. de super-héros puis c'est pas quoi. C'est Non, spécial. c'est compétitif en fait, mais compétitif pas. T'attaques pas les autres joueurs en fait. Tu vas te battre contre des vilains qui vont être au centre de la table. Donc au centre de la table, comme à l'habitude, on va avoir le marché. Mais un peu comme tu l'expliquais là, dans Ascension, dans ce marché-là, il va aussi y avoir des vilains à combattre qui vont rapporter des points de victoire. Euh, une des choses toujours drôles de ce jeu-là, c'est que la monnaie, si on veut, il y a toujours l'espèce de monnaie, ben là, c'est des coups de poing, tu sais. Ok. Mais dans le fond, tu vas acheter des coups de pied avec des coups de poing, mais tes coups de pied vont te générer des coups de poing pour... Tu sais, c'est... La thématique, elle fit comme plus ou moins bien, là, surtout que t'achètes des affaires. Tu sais, pour combattre des gens, je comprends, ok, que des coups de pied, c'est bon, tu sais. Mais comme pour acheter d'autres coups de pied. La thématique est un peu bizarre, mais le jeu, j'ai pas joué beaucoup à ce jeu-là, mais il était quand même assez dynamique, si je me rappelle bien. Là. C'était vraiment pas un très mauvais jeu. Je pense que c'est un jeu qui a un peu une mauvaise publicité, qui a peut-être pas été bien accueilli par les gens, mais c'était vraiment pas un jeu qui était si pire que ça. C'était quand même des belles mécaniques de deck building. Là. Ok. Ben, au moins, ils se prétendent pas être un co-op alors qu'il y a un gagnant à la fin, tu sais.
Non, Je c'est pense ça, que je préfère ça. exactement. Ben, tu sais, au moins, c'est ça, c'est plus conventionnel, là, si on veut, là, les jeux coop avec des gagnants à la fin, c'est plus ou moins, je sais pas si dans les autres Legendary, c'est ça aussi, là. C'est à vérifier, mais bon, en Ok, tout cas. spécial, spécial. Alright, alors, ben, tu sais, tantôt je disais qu'il n'y a pas juste des jeux de cartes. Donc, il y en a peut-être, tu sais, un en particulier, là, qui est vraiment différent des autres et qui s'appelle Quarrior. Quarrior, c'est un jeu de 2011 et c'est un dice building game. Donc, on va reprendre toutes les mécaniques de base d'un deck building. Ils sont là. La différence, c'est que ben, on a un sac de dés et ben, à ton tour, tu vas piger dans le sac de dés 5 dés. Tu vas les rouler et tu vas bon, appliquer les effets des symboles. Évidemment, en fait, un des gros trucs des deck building, souvent, c'est qu'il y a un symbole qui est de la monnaie. Évidemment, qui va te permettre d'aller acheter d'autres éléments. Ben, dans celui-là, tu as du Quarry. Je pense qu'il va te permettre d'aller acheter d'autres dés. Les dés, ce qui est le fun dans Quarry, c'est qu'il va y avoir 7 héros, si on veut, qui vont avoir chacun de eux leur propre dé, et 3 spells. À chaque partie, ces héros et ces spells-là peuvent être différentes. Et ben c'est ça. Chaque, dans le fond, héros a des dés différents. Fait que quand tu veux acheter un héros, en fait, c'est pas la carte que tu achètes, mais c'est vraiment son dé. Et tu le prends, tu le mets, dans le fond, dans ta pile de défausse. Une fois que ton sac est vide, ben, tu prends ta pile de défausse, tu remets tous tes dés dans le sac et tu repiges du sac. Donc c'est vraiment classique deck building, vraiment comme les autres. La grosse différence, c'est que quand tu piges ton dé, ben, tu sais pas exactement ce que ça va te donner. Parce qu'il y a des dés qui peuvent te donner du quarry ou te donner un guerrier qui va te permettre d'aller attaquer les autres joueurs. C'est aussi un jeu de confrontation d'attaque. Mais la twist du jeu, c'est que quand tu vas mettre des guerriers en jeu, euh, donc tu vas attaquer tous les autres joueurs. Et si au début de ton prochain tour, tu as encore des guerriers devant toi, ben tu fais des points avec eux et tu les perds. Fait que tu peux pas attaquer jamais 2 fois avec le même guerrier. Si tu réussis à le garder en jeu pendant un tour complet, ben là il va te générer des points, il va aller dans ta pile de défense et il va revenir éventuellement. Donc ça c'est vraiment intéressant comme mécanique de jeu. Ça te demande vraiment de bien placer tes choses en place dans le but là, d'essayer d'avoir le plus de dés là, dans le but qu'il t'en reste à la fin du prochain tour. Et c'est en faisant ces points-là, c'est une course au point, le premier qui va atteindre un certain nombre de points qui va l'emporter. Super belle mécanique, super beau jeu aussi. Quarrior, tu as vu ça passer, Simon? Ben ouais, mon point que j'avais à propos de ce jeu-là, c'est que c'est un jeu tellement, ben en fait, comme tu disais, vraiment magnifique, là. Si je me trompe pas, il vient dans une boîte de métal qui est remplie de dés. Ouais, c'est pas une boîte de métal, mais je te dirais que Ah, j'ai. je suis déçu. Ben, l'autre truc, c'est que les premières éditions étaient vraiment bien faites. Ça venait dans une boîte, mais avec un rack, un insert, avec toutes les dés, puis, tu Ah, sais, pour toutes les dés. ouais, puis tu sais, un insert par-dessus l'insert pour être sûr que les dés bougent Ah, pas, peu qui importe. bouge pas. Ah, ça, c'est bien fait, C'était là. vraiment magnifique, puis là, sur une nouvelle édition que j'ai vue, ils ont tout enlevé ça, c'est vraiment poche. Fait que je suis un C'est juste peu. des dés de même, ou? Ouais, c'est un peu décevant. Ah ouais. Ben surtout s'il faut que tu bâtisses le marché à chaque fois. Tu sais, on s'entend de Dominion et tous ces jeux-là, ça te prend un bon système pour que tes cartes soient bien classées quand tu commences la partie. Oui. Sinon, Oui, juste un jouer, c'est excellent système de un... rangement. Ben dans la nouvelle édition, c'était juste plein de sacs avec toutes les dés de chaque couleur dans ces sacs-là, mais c'était moins élégant. Je trouvais que la Ah, première édition, qui avait un ouais. beau rack, tu sais, c'était vraiment, quand tu l'ouvrais avec toutes les dés bien rangés, tout, c'était quand même impressionnant. Là. On a perdu un petit peu dans l'efficacité, je trouve, de la boîte, mais bon, ça reste malgré tout un très bon jeu, le Quarrior. Euh, tu sais, il y a un jeu qui est dans le même genre qui est sorti après, qui s'appelle, c'est quoi déjà? Marvel Dice Master? Euh, Oui, exact, exact. Sauf que ça, c'est plus ou moins un deck building, dans le sens que tu vas déjà avoir ton deck quand tu vas c'est te ça. présenter, là. Exact, sauf que c'est Mais c'est comme. la même mécanique, là, C'est ça, effectivement. c'est dans le même. C'est vraiment dans les mêmes mécaniques. En effet, c'est pas vraiment un deck building, mais tu vas chercher un peu les mêmes mécaniques de jeu. Ben, t'as quand même une pouche de dés que tu vas piger puis qui va avoir une rotation là, dans tes Oui, éléments de jeu. Là, donc, absolument. Est-ce que toi, t'avais un autre jeu que t'aimerais parler ou t'étais prêt à passer au top 5? est-ce qu'on est prêt à passer. Ah, ben oui, oui, oui. Attends, il y a un jeu. Ah, oui, 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 il y a un jeu. Le Ah, Docteur. You know? Le Docteur. le docteur.
Le Le docteur docteur Kennedy, Kenny. et voilà. Son premier deck building 2017 de Quest for Eldorado. C'est un Ça jeu. sort, là, ça sort tout C'est juste, là, c'est sorti, tout là. frais, sorti du Oui, oui, four, oui, là. c'est assez récent, quelques mois à peine. Était en nomination pour le jeu de l'année, le Spiel, cette année. Donc, deck building dans lequel c'est une course, c'est vraiment une course. Donc, on va acheter des cartes qui vont nous permettre de se déplacer sur différents types de terrains, donc de la forêt, de l'eau, du désert, tout ça. Et c'est avec ce deck de cartes-là qu'on va essayer d'avancer le plus vite possible. Nos cartes sont aussi notre monnaie qui va nous permettre d'aller acheter des nouvelles cartes. Et c'est un marché. Donc, un peu plus classique, si on veut, à la Dominion, il y a comme 5 paquets disponibles, 5 types de cartes disponibles. Quand tu achètes tes cartes, tu achètes ce que tu veux là-dedans. Mais quand un paquet est terminé, il y a comme 5 autres paquets sur le dessus qui sont de cartes différentes. Et tu vas prendre un de ces paquets-là, tu vas le mettre dans l'emplacement vide, et là, ben, on joue avec ce paquet-là de cartes. T'sais. Fait que les 5 qui sont en haut, ils sont comme pas accessibles, mais dès qu'un paquet va être vide, le joueur qui a vidé le paquet va aller en prendre un et l'ajouter dans l'espace manquant. Donc, quand même intéressant. Un nouveau truc qu'on n'avait pas vu nécessairement ailleurs. Euh, donc, assez simple, efficace. C'est un jeu. Tu sais, c'est le docteur, hein, donc tu sais que c'est très mathématique, ces affaires, mais tu le sens beaucoup moins que dans d'autres jeux là, qui sont beaucoup plus emblématiques du style de jeu que Ryan Kennedy a fait. C'est son premier deck building, super intéressant de voir ça de lui aussi qui se diversifie puis qui s'adapte aux nouvelles mécaniques de jeu. Donc, vraiment superbe, vraiment intéressant. Une belle course dans Quest for Eldorado de Renegade 2017. C'était le dernier que je voulais parler là, aujourd'hui. Ben, c'est bon, je pense que c'était une bonne mention là, pour compléter nos mentions honorables. Eh bien, nous sommes maintenant rendus au moment du top 5 de nos jeux de deck building. Alors, sans plus attendre, numéro 5. Mon numéro 5 est le jeu Clank. Le jeu Clank, dans le fond, c'est un jeu de deck building avec un gros aspect de plateau dans lequel on est des aventuriers. On va s'aventurer dans un donjon et on va essayer de descendre dans ce donjon dans le but d'aller récupérer des trésors. Par contre, nos cartes qu'on achète et qu'on joue vont peut-être nous produire du bruit. Et plus de bruit on fait, plus on a des chances de se faire prendre par la bête quand elle va se réveiller. À certains moments, quand un certain nombre de bruits a été fait, on va piger dans un sac des cubes, des couleurs des joueurs qui ont fait du bruit. Et bien évidemment, plus tu fait de bruit, plus tu as de cubes, plus tu as de chances de te faire piger, qui va te donner des pénalités pour t'être fait prendre par le monstre. Et quand tu as ton élément dans le donjon, quand tu as ta pièce de trésor qui va te rapporter des points, tu dois essayer de filer vers le haut, de retourner à la surface, parce que dès qu'un joueur retourne à la surface, les autres joueurs vont avoir un certain nombre de tours pour retourner eux aussi à la surface, sinon ils restent coincés dans le donjon, ils ne feront aucun point, ils vont rester coincés avec la bête. Donc vraiment intéressant parce que cet aspect de plateau est vraiment le fun, amène une dynamique vraiment différente au deck building. Le deck building nous permet bien évidemment accomplir des tâches, avancer dans le donjon ou acheter des nouvelles cartes. Super intéressant comme jeu, vraiment un beau concept, un beau buzz dessus, donc moi j'aime beaucoup et je recommande fortement le jeu Clank. Ouais, en fait, j'avais même aucune idée c'était quoi ce jeu-là, juste avant que t'en parles. Ben, c'est Mais ça... 2016 ou 2017, hein, ou c'est assez récent quand Ouais, même. 2016, je crois que j'ai vu, mais 2016. c'est ça, Ils ont ça a sorti l'air ça Clank a in l'air cool. Space, j'ai pas regardé encore, mais cette année 2017, là, ils ont sorti une nouvelle Hmm. implémentation du jeu, avec une genre de nouvelle thématique. Mais c'est ça, il est passé pas inaperçu, quand même un buzz dessus, mais peut-être pas aussi gros que ce que j'aurais pu penser. Là, quand il est sorti, je l'ai je l'ai vu vraiment plus gros que ce qu'il est devenu finalement, là, mais reste encore accessible, et vraiment disponible en boutique. Là, vraiment un bon jeu. Vraiment intéressant. Là. Pour un dungeon crawler là, un peu différent des autres, là, Clank, c'est un bon choix. Cool. Ben, en fait, mon numéro 5 il s'agit du jeu Mystic Vale, aussi sorti en 2016.
On a déjà parlé un petit peu avant de ce jeu-là. Mystic Vale, qui est un deck building, je serais prêt à dire assez classique dans sa forme, là. Donc un marché au centre, on va jouer des cartes, on va acquérir des cartes. La particularité de ce jeu-là, c'est que eux, ils appellent ça un card crafting system. Alors, donc un card crafting system. Euh, les cartes sont transparentes à la base et on peut les imaginer là, pour ceux qui ont jamais vu le jeu. Séparer la carte en trois, donc en haut, au centre et en bas. Et c'est des cartes transparentes sur lesquelles seulement une de ces trois sections-là est imprimée dessus. Donc on a comme une espèce de tiers de cartes sur une carte transparente. Et chaque joueur a des grosses pochettes de plastique, donc des grosses sleeves pour mettre ces cartes-là dedans. Et on va bâtir nos cartes comme ça. Donc on va mettre une carte qui a un imprimé en bas. Après ça, on va mettre une carte qui a un imprimé en haut. Après ça, on va mettre une carte qui a un imprimé au centre. Pour compléter des cartes et créer des cartes qui sont absolument uniques en fait. Parce que c'est la combinaison de plusieurs cartes. Votre carte, donc vous pouvez avoir des cartes qui sont super fortes, des cartes qui coûtent pas cher. Donc il y a vraiment une belle variété de jeux, de possibilités de stratégie aussi. J'ai beaucoup aimé Mystic Vale. C'est sûr que c'est pas le jeu dans lequel il y a le plus d'interaction entre les joueurs. Très justement classique à la Dominion où on va acheter nos cartes, on va faire nos points sans vraiment soucier de ce que les autres joueurs font. Mais le jeu est vraiment beau, vraiment agréable de bâtir ces cartes comme ça. Ça donne une belle profondeur au genre. Ouais, ben Mysticville, un des trucs aussi qui est cool dans Mysticville, c'est que, tu sais, tu commences avec 20 cartes, mais t'en as jamais plus que 20, là. Dans le sens que, Oui, c'est ça, exact. tu sais, t'achètes pas des cartes, t'achètes des parties de cartes qui vont compléter tes autres cartes, parce que, ben aussi, tu disais, les cartes sont transparentes. À la base, les cartes sont pas transparentes. Il y a comme une des trois sections qui sont remplies par un Oui, effet. Puis c'est les autres cartes que tu vas acheter, en fait, parce que toutes les cartes de base, ils sont pleines. Mais ça va juste te permettre d'avoir un fond quand tu vas mettre tes cartes transparentes à l'intérieur pour personnaliser ces cartes. J'ai vraiment de la misère avec ce mot-là aujourd'hui. Je sais pas qu'est-ce qui arrive. Mais donc, c'est ça, c'est vraiment une belle gimmick. C'est vraiment une gimmick, là, cette affaire-là, de personnaliser oui, ses cartes, mais c'est super bien fait quand même. Là, c'est vraiment clean. Comme tu dis, il n'y a pas beaucoup d'interaction entre les joueurs, mais les amateurs de deck building, c'est pas nécessairement ça qui se soucie en général, là, parce que c'est à part un jeu comme Star Realm où justement une confrontation directe, c'est souvent ça les points. En tout cas, Dominion, c'est beaucoup, pas beaucoup d'interaction entre les joueurs, beaucoup de trucs qui se passent entre, là, donc c'est assez classique. absolument. Numéro 4. Mon numéro 4 est le jeu Vendredi. C'est un jeu de l'auteur Friedman Freeze, sorti en 2011. Ouh. Euh, La particularité de Vendredi, c'est que c'est un jeu solo. Alors, on va jouer tout seul au jeu dans le but d'essayer de aider Robinson Crusoe à s'en sortir sur son île déserte. On est Vendredi, en fait, l'acolyte de Robinson, qui va l'aider dans ses quêtes et dans ses périls sur l'île, dans le but de devenir plus fort et de réussir plus ses missions et donc remporter la partie lorsque les pirates vont arriver et être prêtes pour l'attaque des pirates. Donc, vraiment original comme jeu. C'est un jeu dans lequel, ben oui, c'est un jeu solo, c'est un jeu de patience si on veut. Dans lequel à tous les tours, on va retourner deux cartes, deux aventures à réaliser. On va en choisir une des deux, l'autre va retourner dans le paquet et ensuite on va piger des cartes de notre propre paquet de cartes. Si on réussit l'aventure, ben l'aventure, il y a comme deux côtés à la carte, ben on va la mettre de l'autre côté et elle va rentrer dans notre paquet, elle va améliorer notre paquet de cartes, va nous donner plus de force ou donner des effets ou des pouvoirs différents. Par contre, si on échoue, ben la carte, on ne la récupère pas, elle retourne dans le paquet d'aventures à réaliser
et on va passer à la prochaine aventure. L'affaire, c'est que notre but, c'est quand même de passer à travers le paquet d'aventures parce que ça va être ça qui va nous permettre d'avoir des meilleures cartes, de s'améliorer. Il y a 3 phases de jeu et à la fin de des 3 phases de jeu, il y a les pirates qui arrivent puis il faut vraiment être prêt pour eux parce qu'ils sont assez intenses et violents. C'est pas un jeu facile. C'est un jeu, ça prend beaucoup de parties avant de bien comprendre comment on peut réussir à gagner. C'est vraiment pas un jeu qui est facile au niveau de la difficulté. Euh, et au niveau des mécaniques, ben, c'est pas le jeu le plus intuitif, mais qui est pas trop compliqué non plus. Vraiment intéressant, superbe jeu. C'est vraiment un bon défi. J'aime beaucoup ce jeu. J'ai joué quand même plusieurs reprises. J'ai pas gagné beaucoup, mais c'est vraiment en jouant plusieurs games, en comprenant là, qu'est-ce qu'on doit faire, là, quelle carte est bien à récupérer plus tôt ou pas. C'est la partie qui va nous aider là, à pouvoir passer à travers le jeu. Donc vendredi, mon numéro 4. Oui, en fait, vendredi, Friday, c'est selon moi un des jeux où la mécanique de deck building est la plus intéressante, en fait, dans laquelle tu as le plus l'impression de bâtir quelque chose de concret qui est comme ta propre vie et tes propres aptitudes. Euh, je pense que c'est vraiment un incontournable là, dans le genre deck building. Ouais, ben c'est ça. C'est vrai que c'est assez particulier. J'aimerais vraiment ça qui utilise cette mécanique et ce Cette jeu et le mettre à plus qu'un joueur. J'avais, tu sais, j'avais pas vraiment vu ce genre de mécanique-là. On appelle un deck building, même si c'est quand même assez différent des autres, mais il y a encore ce principe de base où quand tu acquiers une carte, elle va dans ta défausse, ça prend un certain temps avant que tu puisses la jouer. Et l'achat de cartes dans ça, c'est vraiment ça la grosse différence. C'est qu'il n'y a pas de marché. T'as le choix entre une, deux cartes. Si tu choisis une carte, tu réussis pas, ben tu l'as pas. T'sais. Fait que, il faut. C'est pas aussi facile que juste de bah, j'achète celle-là, j'achète celle-là. Il faut quand même que tu connaisses bien les cartes que tu as dans ton paquet. C'est ça qui va réussir, qui va t'aider là, à savoir si tu peux réussir ou pas un certain défi. Vraiment, vraiment original, hein, comme tu dis, Ouais, vendredi. mécanique magnifique. Puis, tu sais, au début, on disait justement, il n'y a pas beaucoup de jeux qui ont comme, sans nécessairement là, ajouter la mécanique de deck building dans un jeu plus gros, mais des jeux qui sont exclusivement des deck building, il n'y en a pas beaucoup qui ont poussé les limites et tout ça. Euh, Vendredi, il fait vraiment partie de ceux qui l'ont fait, en fait. Là. Ouais, ben, si on connaît un petit peu l'auteur, ce n'est pas surprenant, d'ailleurs. Non, c'est ça, exactement. Friedman Freeze, il est reconnu pour pousser les limites. Mon numéro 4, en fait, se retrouve sur la liste de GF un peu plus haut. Numéro 3. Eh bien, mon numéro 3 c'était le numéro 4 de Simon, et c'est le jeu Star Realm. Oh oui, Star Realm, on en a glissé un petit mot tantôt. Ouais, exact. Bon, on en a déjà quand même parlé beaucoup. Jeu à 2 joueurs aussi, on Oui. l'a mentionné. C'est pas pour rien qu'il se retrouve dans cette liste de deck building. C'est dans les jeux qui m'ont réconcilié un petit peu avec le deck building. J'étais pas nécessairement un gros fan de Dominion, de Thunderstone non plus quand ils sont sortis, mais on dirait que Star Realm, on dirait qu'ils m'ont remis OK avec les deck building, puis j'ai pu accepter là, que c'était vraiment une belle mécanique de jeu et voir un petit peu là, pourquoi les gens l'appréciaient autant. Euh, Aussi, ben, tu sais, Star Realm a amené un petit peu plus cet aspect de confrontation directe entre les autres joueurs, puis on dit les deck building, c'est beaucoup du jeu un peu solo dans son coin, tu fais tes affaires, puis tu essaies d'être le plus efficace. Ben ça brisait un peu le concept classique d'un deck building, donc c'est pas pour rien qu'il est là. Ah, absolument. Star Realm, c'est aussi une version extrêmement épurée d'un deck building. Donc, c'est un jeu qui va durer 15 à 20 minutes. Des petites manches qui sont très dynamiques puis qui peuvent être vraiment différentes aussi à chaque fois. Là. Même si c'est un tout petit jeu, tu peux te bâtir des stratégies assez différentes à chaque partie. Là. Exact, ben c'est que ça dépend tout le temps du marché des cartes disponibles et le paquet de cartes est assez gros que ça peut être vraiment varié. Donc c'est vraiment, oui, de la stratégie, mais plus essayer de tu sais, faire avec les meilleures choses que tu peux, puis essayer de t'adapter au marché aussi, puis de faire les meilleurs choix dans ce marché-là possible.
Ben, c'est ça, tu sais, on l'avait comme mentionné un peu plus tôt, mais justement, Star Realm, c'est un jeu qui. Il n'y a pas un marché fixe, là, dans le sens qu'il y a Ouais. une rotation dans les cartes. Il y a 5 cartes au centre que tu peux acheter. Quand il y en a une qui est achetée, elle est remplacée par une autre tout de suite. Donc, faut vraiment justement que tu saisisses l'opportunité quand elle passe, et l'autre peut te voler ta carte juste avant que toi t'es prêt à l'acheter. Il y a vraiment une belle tension entre les joueurs, là. Ouais, exact. Euh, Ça, c'est le genre de jeu, par contre, que j'ai vraiment beaucoup joué sur mon téléphone, là, plutôt qu'en vrai. Je jouais sur mon téléphone avec d'autres personnes. En vrai, dans le fond, on se passait le téléphone, là. Ok, ouais. Nice. Et ça marchait très bien, en fait. Là, il y avait pas de problème à propos de ça. Comme c'est un jeu, tu sais, justement, sur téléphone, tu peux faire une partie en 5 minutes. Donc, Ouais. tu viens d'enlever comme toute la manutention, si on veut. En plus, Star Realm, peut-être que c'était pas nécessairement là, le meilleur système pour les points de vie et tout ça, là. Ouais, ben c'est pour ça qu'il y a une application, là, parce que les points de vie, c'était un peu terrible à gérer là, dans ce jeu-là, mais ouais, il y a une application qui rend la manutention plus simple. Et peut-être juste pour conclure là-dessus, si je me trompe pas, on en avait déjà parlé un petit peu, mais il y a eu des réimplémentations là, de ce jeu-là récemment qui sont sorties, dont Hero Realms. Oui, ben avant ça, en fait, il y a Star Realm, Cthulhu Realm? non. Ouais, là, je viens Ah, d'oublier. ah, excuse-moi, parce que j'ai ça ici, Cthulhu Realm 2015. Cthulhu Realm, ok, j'ai pas vu ça passer. Ok. Colony War, ouais, bon, Ah, ça me Colony revient, là. War, ok. Donc, Star Realm Colony War, qui est, tu sais, un genre de suite à Star Realm, si on veut, qui reprend pas mal la même mécanique, les mêmes mécaniques, mais ils ont beaucoup changé les cartes, ils ont changé un peu les effets des cartes, ils ont comme un peu accéléré le jeu, si je veux, si on peut dire, c'est-à-dire que les cartes sont comme plus puissantes, c'est comme plus rapide. Dire qu'on peut mélanger les deux, le jeu de base et le Colony War ensemble, mais la différence entre les deux types de cartes me semble un peu grosse, là, donc je trouve pas que c'était tant l'idéal. Mais comme tu dis, ensuite ils ont sorti Hero Realm, qui est une variante de Star Realm dans un univers plus médiéval, fantastique, mais qui peut se jouer jusqu'à 4 joueurs. Et ils ont un peu gardé les mêmes types d'effets, si on veut, de concepts qu'il y avait dans Colony War, parce que à plus que 2 joueurs, ben, les cartes, évidemment, sont plus fortes, parce que ben, il y a plus de joueurs alentour de la table, tu peux répartir ton dommage. Donc, ils ont adapté un petit peu pour que ce soit un mode plus fluide à 4 joueurs. Le problème, Hero Realm, peut-être qu'à 2 joueurs, est un petit peu moins intéressant, devient peut-être un peu trop rapide, un peu trop rapide dans la construction parce que les cartes sont peut-être un petit peu trop fortes et mal adaptées pour du 2 joueurs. Mais sinon, c'est quand même une belle réimplémentation, vraiment agréable de pouvoir jouer à 4 joueurs à ce jeu-là. Mais là, excuse-moi, quand tu dis 4 joueurs, là, comment ça marche? T'attaques tout le monde en même temps? Tu Tu peux décides choisir. qui Ouais, t'attaque? exact. Ah, ils ont gâché le jeu. T'as pas l'air de. T'as pas l'air de te Non, rendre, ça. tu sais ma vision de ces jeux-là. Là, je veux dire, c'est pas des jeux qui sont faits pour jouer à plus que deux. Là. Tu viens de rentrer un autre aspect complet du jeu. Ça devient juste un jeu de confrontation qui fait plus ou moins de sens avec, ok, une mécanique de deck building. J'ai pas joué, là, donc c'est clair que je Non, parle à travers mon mais chapeau, ça fait mais quand même du sens malgré tout. Tu sais, le problème de ça, c'est peut-être que on pourrait vraiment s'acharner sur un joueur, fait, qui rend ben oui, ça, puis il y a toujours, l'expérience ben là, attaque-moi désagréable. pas moi, attaque Ouais, lui, là, c'est rendu un il y jeu a, de il y a un négociation, tu aspect sais, la diplôme, là. Tu sais, la beauté de Star Realm, c'est que tu joues, l'autre joue, tu l'attaques, il t'attaque, y a pas de Il n'y a pas problème, de là, tu sais, problème, vous ouais. êtes un contre un, Exact, là. Ah, exact. ils veulent tout le temps mettre plus de joueurs sur la boîte parce que ça vend plus. Il y a même en fait, Hero Realm, c'est 1 à 4. Tu sais, Oui, oui, c'est... oui. Oui, oui, exact. Mais ils ont sorti des. C'est parce que pendant longtemps, ils parlaient d'extension genre coop pour ce jeu-là. Puis on a attendu longtemps, je sais même pas s'ils l'ont sorti encore. Je pense qu'il vient de sortir, mais ça a pris du temps. Puis l'autre, un petit peu particularité, c'est que dans Hero Realm, tu avais des extensions que tu peux acheter qui fait en sorte que tu as un deck de départ différent des autres joueurs. Fait que chaque joueur pourrait commencer un peu différent leur paquet de Hmm. cartes selon l'extension que tu commences avec. Donc c'est quand même des petits aspects assez intéressants. Ben, je suis quand même d'accord avec toi en même temps. Je veux dire, je l'ai essayé, ça marche quand même bien à 4.
il y a peut-être un peu de négo puis de blabla, mais à un moment donné, tu sais, il y a pas... c'est Non, ça doit pas comme... être si pire que ça, là, C'est pas si j'imagine, pire, sauf qu'on s'entend que c'est dénaturé. Là. tu sais, comme d'habitude, tu t'acharnes sur celui qui a le moins de points de vie, fait que ça se rebalance en général, au bout du compte. Donc, Ok, on va pas s'éterniser là-dessus, on connaît Ok, mon numéro 3 en fait se retrouve plus haut sur ta liste. Alors on va en parler plus tard. Numéro 2. mon numéro 2 est le jeu Baseball Highlight 2045. C'est un jeu, oui, de baseball et de deck building, dans lequel ben, c'est un jeu à 2 joueurs, évidemment. Par contre, dans le jeu de base, vient avec 4 plateaux, donc on peut faire 2 parties en même temps. Il y a évidemment plusieurs modes de tournoi et de finale, si on veut, proposés dans le jeu, dans le but de jouer à plus que 2 joueurs. C'est un jeu dans lequel ben, on va commencer avec une équipe de baseball et après chacune des parties, on va pouvoir dépenser, avec les cartes qu'on a jouées cette ronde-ci, ça va nous avoir donné des points dans le but d'acheter des agents libres, des nouvelles cartes, plus fortes évidemment. Et dans ce jeu, à chaque fois qu'on va acheter une nouvelle carte, améliorer notre paquet, ben, on va devoir renvoyer dans les mineurs une carte. Donc, jeter une carte de notre paquet pour avoir toujours le même nombre de cartes. Dans Baseball Highlight, ben, l'autre des particularités, c'est que quand tu achètes une carte, tu vas le mettre sur le dessus de ton paquet, de sorte que la prochaine partie, tu es sûr de commencer avec. C'est pas pour rien qu'ils l'ont fait, parce que Baseball Highlight reste pas un... Ça reste pas nécessairement la mécanique principale, la mécanique de deck building dans le jeu. Elle est là, elle est présente, elle est importante. Par contre, durant la partie qu'on fait notre game de baseball, ben, il n'y a pas de deck building. On est là, on joue nos cartes, on fait nos effets, on fait nos pouvoirs, on essaie de faire des points. Et c'est à la fin de chacun des matchs qu'on va pouvoir là, acheter des nouvelles cartes. On parle de généralement 1 à 2 cartes après chaque match. Donc, pas le gros deck building là, où on va rouler notre deck énormément et acheter plein de cartes, mais c'est une belle implémentation du deck building, c'est une belle façon de pouvoir faire plusieurs parties qui soient un peu différentes, qui a une évolution dans nos games. Le jeu en soi, super bien fait. Chaque partie, c'est 6 cartes. À tour de rôle, on va jouer une carte. Quand on a joué toutes nos cartes, la partie est terminée, le joueur avec le plus de points l'emporte. C'est sûr que ça va plaire plus à ceux qui aiment un peu, au moins un peu le baseball. Et il y a beaucoup de règles de baseball qui sont comme qui prennent pour acquis qu'on connaît. Donc, évidemment, si on ne connaît pas le baseball, ben, il y a comme d'autres règles qu'il faut apprendre, qui est les règles du baseball en soi. Mais vraiment, vraiment bien fait, vraiment sublime le jeu. Ça, c'est Baseball Highlight 2045. Je suis déçu. Pourquoi? Je suis déçu, JF. Qu'est-ce Je qu'il y suis a? déçu. En fait, c'est un excellent jeu, c'est clair, mais là, tu sais, un deck building, on est loin d'un deck building, là. Voyons donc. Voyons donc, on n'est pas si loin que ça. C'est un deck building. Il y a ça. C'est un élément majeur. C'est peut-être pas la mécanique de jeu, mais elle est majeure. Là. Elle est majeure. En fait, elle est majeure si tu joues un gros tournoi, c'est clair que là, tu vas vraiment sentir que ton deck se raffine à travers les parties. Mais si tu joues juste les parties de base, là, tu changeras pratiquement pas ton deck. Non, mais c'est parce qu'on n'a jamais joué au vrai mode, là, toi et moi, ensemble. Mais le vrai mode, c'est que si on se fait une game, toi et moi, on va se faire comme... on va se faire comme 4 games de saison, puis en plus, on va se faire une série mondiale Ok. après, tu sais. Dans le sens Ok, que... fait qu'on va arriver à peu près au même deck final que si on fait un gros tournoi avec C'est ça, 4 joueurs. dans le Là. sens que dès que tu fais comme 6-7 games, tu Ton l'as deck est senti, terminé. là, Là. exact, t'as passé à travers un peu les cartes, t'as renvoyé dans les mineurs toutes tes moins bonnes cartes. Comme c'est juste qu'on l'a jamais vraiment joué, là, le mode de base. On se faisait une game comme ça pour l'essayer, mais c'est pas ça le mode proposé par le jeu. T'sais. Ouais, c'est vraiment un bon jeu de hand management, Hmm. un excellent jeu de baseball. C'est un deck building correct. Numéro 2. Donc, mon numéro 2, et on va rester dans la même thématique, il s'agit de Blood Ball Team Manager, qui est un jeu en fait de Fantasy Flight sorti en 2011.
Alors c'est bien entendu issu de l'univers de Blood Bowl, qui est un jeu de miniature qui date, je sais pas trop, des années Ouais. 90, possiblement 80-90. Donc, qui est un jeu de football avec des miniatures. Et là, on va être, dans le fond, le gérant d'une équipe de football. On va bâtir notre équipe à travers les cartes. À chaque semaine, le jeu est séparé en plusieurs semaines. On va jouer des parties et on va aussi jouer dans des tournois. Donc, on va vraiment bâtir notre équipe au fil des semaines. Et le but ultime du jeu, c'est d'avoir le plus de fans possible. Faire des points, faire des points, c'est faire des fans. Parce que gagner des parties ne veut pas nécessairement dire que tu vas faire des fans. Tu peux il y a des personnages que c'est des gros orques, puis quand ils détruisent quelqu'un, en fait, ils vont avoir plein de fans. Donc, il y a plusieurs façons là, d'atteindre la victoire dans ce jeu-là. Plusieurs races aussi. Toutes les races sont assez différentes. Je crois que dans le jeu de base, il y a 6 races. Toutes des méta très différentes, des synergies vraiment variées. Euh, Excellent jeu, en fait, jeu de cartes. Aussi, une des particularités de ce jeu-là, c'est que c'est quand même un jeu de cartes de confrontation sur lesquels on va jouer des matchs contre seulement un joueur à la fois, mais le jeu se joue très bien jusqu'à 4 joueurs. En fait, d'ailleurs, selon moi, c'est le meilleur mode. Le meilleur nombre de joueurs, c'est 4 pour jouer à ce jeu-là. Donc, tu vas jouer contre différentes personnes sur différents matchs. Tu vas peut-être pas jouer exactement le même nombre de matchs que les autres joueurs, tout dépendant, t'as décidé d'investir comment tes cartes. Blood Bowl Team Manager de Card Game. Ouais, on parle bien du card game, là, parce que c'est pas le jeu de plateau qui est plus connu, parce que le card game est pas si connu que ça. Non, Euh, effectivement, c'est un jeu qui est sorti dans l'époque où les deck building, toutes les deck building de cette époque-là sont sortis, donc début des années 2010, là, il y en a eu une grande variété. Plusieurs étaient assez génériques, là, on en parlait un peu tantôt. Je trouve que celui-là, il sort pas mal du lot là, en amenant beaucoup d'autres mécaniques à l'intérieur du deck building, là. Ouais, puis des jeux de sport, il y en a pas tant que ça malgré tout. C'est toujours quand même agréable de voir des bons jeux de sport sortir. Oui, absolument, dans le fond, puis c'est quand même fou que les deux, on avait en numéro 2 un jeu de sport. Oui, effectivement, je pense que les deux, on est des fans de management de sport, là, donc c'est le genre de jeu qui nous attire particulièrement, là. Exact. Blood Bowl, ben, ça fait un bon petit bout que j'ai pas essayé, que j'ai pas joué, là, mais il me semble que c'était assez le fun, là, les fois que j'ai joué, là. Numéro un. Mon numéro un était le numéro 3 de Simon, et c'est le jeu Orléans. Alors, numéro un pour un jeu qui n'est pas un jeu de deck building, mais bien un jeu de... quoi? Pooch building? Ou de Chip building. chip token building? D'un jeu de plateau de stratégie dans lequel les joueurs vont devoir faire plusieurs choses là, pour améliorer leur village. Alors, chaque joueur va avoir un plateau. euh, devant eux avec plusieurs actions possibles qui vont demander différents types de villageois. Les villageois, c'est nos jetons. Et on commence avec les mêmes jetons, les mêmes types de villageois. À chaque tour, on va en piger un certain nombre qu'on va pouvoir disposer sur les actions. Et à tour de rôle, ben, on va faire nos actions. Les actions peuvent varier de faire des déplacements sur le plateau dans le but d'aller faire des routes commerciales ou faire avancer dans différentes tracks là, dans le but de ramasser des ressources ou gagner des bonus spéciaux comme des machines, des trucs comme ça. Euh, ben, une fois qu'on les a utilisés, on remet ces jetons-là dans le sac, on brasse le sac, on pige des nouveaux jetons et ces nouvelles actions pour la prochaine ronde. Évidemment, dans ce jeu, à chaque fois qu'on va faire des actions à un certain endroit, on va gagner des nouveaux jetons d'un certain type de villageois. Je pense qu'il y a peut-être 5 ou 6 couleurs de villageois. Et c'est vraiment ces villageois-là qui vont nous permettre de faire des actions. Parce que certaines actions vont me demander un villageois blanc, un bleu, puis un rouge. Donc, si quand je pige mes villageois, je les ai pas, ben je pourrais pas faire l'action. Par contre, je pourrais mettre mon blanc tout de suite là en me disant que si le prochain tour je pige ce qui me manque, ben je vais pouvoir faire l'action. Assez intéressant et original comme mécanique. Je sais pas si tu veux dire un petit mot là-dessus aussi, Simon. Ouais, ben tu l'as assez bien décrit. Orléans, c'est toi d'ailleurs qui m'avais présenté ce jeu-là. C'est un jeu qui m'a vraiment surpris. Je trouvais ce que j'appréciais particulièrement de ce jeu-là, c'est
le niveau de spécialisation que tu pouvais aller chercher. Donc, tu pouvais vraiment avoir un sac là, qui était très différent de celui des autres joueurs. Euh, je trouvais que ça, c'était vraiment cool de pouvoir se spécialiser puis avoir des actions que tu sais que tu vas pouvoir faire pratiquement à chaque tour, alors qu'il y a des actions que tu pourras pratiquement jamais faire de la partie. Je trouvais que ça donnait une belle profondeur au jeu où tu pouvais essayer des stratégies qui étaient très différentes, là. Ouais, exact. Il y a quand même. Tu sais, ça reste qu'il y a principalement peut-être deux façons de faire des points de victoire, mais il reste que les stratégies pour faire ces points de victoire-là, les types d'options que tu peux faire, les types de personnages que tu peux aller choisir, que tu peux aller t'acheter, va vraiment peut être très différent d'une partie à l'autre. Il faut dire que aussi à chaque tour, il y a un événement qui va varier un petit peu nos besoins, va peut-être un peu contrer nos plans. Donc une belle variété dans le jeu. Il y a plusieurs extensions aussi déjà de sortie pour le jeu Orléans. Puis peut-être la différence là, par rapport à la mécanique, par rapport aux autres deck building, c'est qu'il n'y a pas de. Il y a pas de discard dans le fond. Tu sais, même quand je parlais du jeu de dés Quarrior ou dans tous les jeux de deck building, généralement quand tu joues tes cartes, ben, tu les mets dans un discard pile et là tu vas piger de ta pioche et une fois que ta pioche est terminée, ben, ta discard pile va devenir ta pioche. Mais dans le jeu là, il n'y en a pas de discard. C'est vraiment les jetons que tu utilises, tu les remets dans la pochette et tu pourrais les repiger le prochain tour. Mais dans le jeu-là, tu peux assigner des jetons à des endroits sans faire l'action. Fait que si une action te demande 3 jetons, tu peux en mettre un ou deux. Tu fais pas l'action, mais au moins ces jetons-là sont pas retournés dans la pochette, donc t'as moins de chances de les piger. Donc peut-être d'aller chercher une diversité. Donc il y a comme plusieurs choses que tu peux faire pour essayer d'avoir les jetons que tu as besoin au bon moment. Il y a aussi un jeton qui est juste un joker, quand tu vas le chercher, il te donne rien d'autre que juste ce personnage-là, mais quand même très pratique parce que tu peux le mettre n'importe où sur n'importe quelle couleur. C'est très très pratique euh, pour ça, là. Ouais, ben en fait, les deux particularités que tu viens de nommer, donc le fait qu'il n'y a pas de défausse et le fait que tu peux comme mettre tes trucs en avance, t'es pas obligé de le faire d'un coup dans le fond, là, t'es pas obligé d'avoir tous les jetons pour le faire. Euh, Ça rend le système de deck building beaucoup plus flexible. Dans le Mhm. sens que c'est pas tant une question de est-ce que je peux le faire ce tour-ci, mais plutôt quand je vais pouvoir le faire. Euh, Ça rend ça moins punitif peut-être, là. Ouais, en effet, en effet. Puis aussi, il faut dire qu'il y a un aspect de construction, là, c'est-à-dire qu'il y a des tuiles qu'on peut aller se chercher qui vont peut-être nous donner d'autres actions possibles à faire, peut-être qui coûtent des actions qu'on peut déjà faire, mais qui vont coûter moins cher en personnage. Donc, il y a vraiment une façon de se spécialiser, d'aller chercher des bâtiments qui fit un peu dans notre stratégie. Donc, vraiment une belle rejouabilité pour ça, Orléans. Ouais, magnifique jeu, Orléans. Mon numéro un, en fait, il s'agit du jeu Puzzle Strike, fait par la compagnie, en fait, Searlin, sorti en 2010, la première édition, mais il y a eu, je crois, deux ou trois éditions par la suite, jusqu'en 2012. Puzzle Strike, en fait, qui est un jeu de chip building game. Donc, on va avoir des chips, des jetons de poker, si on veut, qui ressemblent un peu à Orléans, là, mais plus gros. Dans le fond, on va mettre ça dans un sac et on va en piger un certain nombre au début de notre tour et ça va être nos actions. Euh, donc, c'est un jeu là, tout à fait classique. On va acheter des cartes, des jetons au centre qui sont disponibles pour tout le monde. La particularité de ce jeu-là, c'est que, et là c'est quand même assez spécial comme truc, là, mais dans le fond, les jeux à la Dr Mario ou Pokémon Puzzle, tu sais, des jeux à la limite Candy Crush, là, où on va faire des combinaisons un genre de Tetris, là, pratiquement, là, où on va faire des combos, puis ces combos-là, on va les envoyer à nos adversaires, puis ça va leur envoyer plein de blocs. Puis là, il va falloir qu'eux, ils brisent ces blocs-là, sinon, leur bloc va atteindre le haut de la tour, puis ils vont être éliminés, là. Donc, en fait, c'est ça, mais en jeu de société. En deck building, en chip building. Donc c'est vraiment un concept bizarre. En fait, même dans la description, ils disent vous comprenez pas, c'est pas grave. Puzzle Strike, c'est un jeu complet dans une boîte dans lequel vous allez pouvoir vous battre contre vos amis. C'est ce qu'ils disent dans la description.
Donc c'est ça, en fait, c'est un jeu dans lequel il y a beaucoup de chips différentes. La beauté de ce jeu-là, c'est que c'est un jeu de confrontation. Comme on voit, dans le fond, c'est ça, tu essaies de faire des combos pour envoyer des blocs à ton adversaire. Mais la beauté, c'est que tu vas toujours envoyer à ton adversaire de gauche. Fait que tu décides pas qui t'attaque, en fait, t'attaques toujours la personne à ta gauche. Si la personne à ta gauche est éliminée parce qu'il y a de l'élimination, ben en fait, tu vas attaquer la personne à ta gauche, donc l'autre personne après la personne qui est éliminée. Donc c'est vraiment une espèce de chaîne. Moi, je reçois un gros bloc de quelqu'un d'autre, j'ai réussi à le briser, j'en renvoie à mon adversaire qui lui réussit peut-être à le briser ou non. Donc jeu assez dynamique. À chaque tour, tu es très actif parce que justement, tu vas piger des jetons qui vont te permettre d'aller acheter des cartes, mais aussi de briser des blocs. Donc c'est vraiment un jeu qui est basé autour du fait de briser des blocs. Ouais, ben c'est original aussi hein, comme concept, là. C'est Oui, c'est- c'est ça. c'est pas très visuel, c'est-à-dire c'est très conceptuel parce que c'est des cartes que t'envoies, là, tu sais, avec un chiffre d'un bloc dessus, mais reste que le concept est super bon, là, vraiment, vraiment intéressant, là. Ouais, non, c'est ça, ça marche très bien. Ils disent aussi qu'il y a comme 411 millions de possibilités pour le marché. Tu sais, tout dépendant quel personnage tu as choisi, parce que chaque tuile que tu peux acheter, chaque jeton que tu peux acheter, c'est un personnage, là. Donc, il y a vraiment beaucoup de Hmm. possibilités dans ce jeu-là, là. Nice. Puis, mais cette compagnie-là, en fait, d'autres jeux utilisant un peu le même Ouais. univers, non? Ça se fait-tu? Ben, en fait, dans le fond, ça, c'est l'univers, ça s'appelle, ça, c'est le jeu Puzzle Strike. L'univers s'appelle Fantasy Strike. Et ça, c'est des personnages, dans le fond, qui reviennent d'un jeu à l'autre. Ils ont fait le jeu Flash Duel, qui est un tout petit jeu, mais vraiment intéressant. Sinon, ils ont fait Yomi, qui est un genre de jeu de cartes aussi, peut-être un peu plus compliqué. Et récemment, ils ont fait Codex, mais j'ai pas joué à Codex, en fait, qui est un card time strategy. Donc, j'ai absolument aucune idée c'est quoi. Je l'ai vu tantôt en faisant les recherches, mais ça avait l'air quand même assez intéressant, encore une fois, avec les mêmes personnages et tout ça, donc dans l'univers qu'ils ont créé, là, qui est pas issu de rien, là. Ouais, j'ai vu ça quelque part, Codex. Il me semble que c'est une grosse boîte, là. Oui, ça me semble un jeu assez massif là, avec beaucoup de cartes. Et d'ailleurs, cette compagnie-là, ça a plus ou moins rapport, mais j'ai vu un peu justement tantôt, encore une fois, en faisant les recherches, qu'ils travaillaient maintenant sur un jeu vidéo, un fighting game en fait qui est disponible sur Steam, qui s'appelle Fantasy Strike. Ok. Donc un genre de jeu à la Street Fighter et tout ça, là, donc qui est un jeu de combat euh, qui est disponible sur Steam, fait que j'ai pas eu la chance de l'essayer encore, mais je trouvais ça intéressant de voir qu'une compagnie de jeux de société était rendue à faire des jeux vidéo, mais qui continue encore à faire des jeux. Je trouvais que c'était quand même intéressant là, comme dynamique. Mais qui gardent aussi leur univers créé un peu dans le jeu de société, là. C'est tout le Ah temps le ouais, fun, là. j'adore ça. En fait, je trouve que c'est vraiment une belle idée, là, parce que les personnages, tu les reconnais, puis ils ont chacun Ouais, leur particularité, puis dans chaque jeu, ben, leur particularité se traduit d'une façon un peu différente, mais tu sens que c'est toujours le même personnage quand ouais. même, là. Tu sais, il a son archétype, puis dans le jeu, ben, il se traduit comme ça, mais c'est vraiment comme un beau travail de design, là. Ouais, ben j'ai plus joué à Flash Duel qu'à Puzzle Strike. Puis il me semble qu'il y avait ce concept-là, c'était le fun de pouvoir revoir le même personnage dans une dynamique qui est différente, donc des pouvoirs différents, mais que tu peux quand même reconnaître et faire le lien et dire, ah ben oui, clairement, ça fit avec ce personnage-là, tu sais. Ah non, c'est ça, c'est vraiment cool qu'ils font ça. Ma seule peut-être critique par rapport à cette compagnie-là, c'est que tu sais, c'est des jeux quand même, eux, ils ont une vision quand même, oui, ok, assez familiale du jeu, mais en réalité, ce qu'eux visent, c'est le public plus gamer. Ok. Donc, pour viser ce public-là, il faut que ton jeu soit, quand tu as autant de personnages, puis tout ça, il faut que ton jeu soit très bien balancé. Euh, et ce qui se passe, c'est que Puzzle Strike en est un bon exemple. Ils ont sorti Puzzle Strike, après ça, ils ont sorti une autre édition, puis après ça, ils ont sorti une autre édition. Ok. Donc, puis l'édition ne change rien à part le balancing. Ok. Donc, vient tu sais, changer quelques petites actions que certains personnages étaient trop forts, peut-être. Donc, ça, je trouve ça toujours un peu dommage parce que tu achètes un jeu qui sort, mais là, tu sais,
même pas un an plus tard, il y a une autre version qui sort avec les cartes améliorées. Fait que toi, tu te dis, ok, je vais encore continuer à jouer sur cette version-là, alors qu'il y a une nouvelle version qui est sortie avec des valeurs qui ont été modifiées. Ça, je trouve ça toujours un peu décevant pour le consommateur en général, là. Ouais, ouais, non, c'est sûr, mais en effet, c'est pas, probablement pas si évident de bien balancer un jeu comme ça. Il y a tellement d'éléments qui viennent jouer en compte, là, donc c'est Non, c'est ça, compréhensible, mais en même je temps, comprends bien pourquoi ils le font, là. Dans ma tête, dans le cas de Puzzle Strike, s'il avait vraiment été sympa, il aurait juste sorti un kit de collants là, que tu peux ouais, coller sur tes tuiles, tes jetons là, pour juste venir changer un peu les valeurs. Euh, pour moi, ça aurait été vraiment la meilleure façon de faire, là, mais je comprends qu'ils vont pas faire d'argent avec ça, puis c'est un peu le but aussi de vendre des jeux, là, donc... ouais, Mais Puzzle Strike, excellent jeu de deck building, très original en fait, au niveau de la thématique, au niveau du fait que c'est des jetons qu'on va piger dans un sac. Ça change beaucoup là, la dynamique du jeu. cool. Ben en fait, ça fait le tour de notre top 5. Yay! Et on était là, un petit épisode court pour les deck building. On C'est pas s'enligne arrivé. pour en fait l'épisode le plus long qu'on aura fait jusqu'à maintenant. C'est pas arrivé. Ben oui, ben Euh, oui. T'avais-tu un mot de la fin en tête? Moi, j'avais peut-être quelque chose, mais je sais pas si toi, t'avais un point que t'aimerais peut-être aborder rapidement. Mais tu sais, je disais qu'il y avait comme aucun jeu là, avant Dominion. Mais c'est pas tout à fait Oui. vrai. Il y en a un en particulier qu'on a même joué ensemble. Qui s'appelle A Oh. Thousand Blank White Cards. Ouh, oui, ok, ok, C'est un peu ok. particulier, j'en ai pas parlé parce que c'est pas vraiment typique d'un deck building. En fait, ça a pas vraiment rien à voir d'un deck building. Mais c'était tellement le fun. Tellement le fun. C'est un jeu qui évolue à travers les parties. C'est un C'est un pré-legacy, là. dessin building. Ouais, exact. Dans Thousand Blank White Card, ce qu'on va faire, c'est qu'il va y avoir plein de cartes blanches. Puis à tous les tours, ben, tu vas dessiner des cartes d'action, puis on va en jouer une. Puis c'est ça. Je sais pas trop quoi dire d'autre. Ben, en fait, c'est ça. Donc, juste pour vous dire, on vend présentement la version québécoise de ce jeu-là. Donc, carte blanche héritage. Vous pouvez nous contacter. Balado Ludique, c'est pas très cher, là, c'est 15$. Donc, c'est ça, c'est un jeu et j'appellerais ça un dessin building game, là, genre tu sais, un jeu de construction de dessins et de cartes. Les joueurs vont inventer des cartes et peuvent absolument inventer n'importe quoi. C'est sûr que c'est ça, c'est plus ou moins deck building, mais ça rentre dans l'idée de, c'est quoi qu'on avait dit au début, construction de lot. Ouais. Ça rentre comme ça, mais ça reprend vraiment l'idée d'un jeu legacy. Tu sais, ça, c'est ça aussi. Euh, Thousand carte blanche héritage, donc c'est ça. Ouais, c'est dur à décrire, hein, mais tu sais, en gros, c'est un jeu où ça se peut que je mette une carte en jeu qui dise, ben maintenant, quand tu fais des points rouges, tu fais des points, quand t'en as 10, tu gagnes, mais les points rouges, on sait pas trop c'est quoi, il y en a pas vraiment, puis là, après ça, ben les gens commencent à faire des cartes avec des points rouges, puis tu sais, comme, tu peux faire un peu n'importe quoi, tu pourrais faire un... Puis quand tu crées ta carte, faut que tu aies, idéalement, un bout de texte qui fait l'effet et un dessin aussi. Donc ça donne un jeu vraiment diversifié. Puis l'affaire, c'est que tu détruis certaines cartes à la fin de la partie et tu en conserves d'autres pour les prochaines parties. Et au début de la prochaine partie, ben, tu joues avec certaines cartes qui ont été jouées dans la partie. Puis là, ben, tu continues à en inventer, en créer. Donc très évolutif, là. Ouais, moi, c'est un jeu que j'adore, là, en fait, de manière inconditionnelle, là. Si on avait à faire un... on va y revenir, mais tu sais, les jeux les plus uniques, là, moi, c'est un jeu qui me fait littéralement capoter, là. J'ai une version ici dans laquelle il y a à peu près 500 cartes qui ont été créées, là, au fil des parties. C'est vraiment un jeu extrêmement intéressant. Ouais, mais très créatif puis qui s'adapte vraiment aux personnes qui sont autour de la table, hein. Fait que c'est tellement Oui, différent d'une game à l'autre selon avec qui euh, tu joues, là. j'ai joué avec des gens qui étaient pas du tout gamers, j'ai joué avec des gens qui étaient vraiment party game, j'ai joué avec des gens qui étaient des gros joueurs et les cartes étaient totalement différentes, mais ce qui est fou, c'est que dans tes parties subséquentes, ben, tu
sais, emmener, t'avais des cartes qui étaient vraiment, tu sais, party, comme, ben là, il faut que tu mettes ta main sur ton nez pendant tout ton tour, et t'as une autre carte qui va dire, ok, ben là, pour chaque courant électrique que t'as, tu fais 2 points, mais tu perds 1 point si t'as, tu sais, les objets emblématiques de Curieux Bégin. Donc, c'est vraiment un très, très, très cool comme jeu, là. Ouais, c'est pas cher. Des cartes blanches et on joue. C'est à peu près ça. Ouais, exactement. Jeu très facile à se procurer. Vous avez qu'à écrire à baladoludique@gmail.com. Pour peut-être un petit mot de la fin sur les deck building en général. C'est un point qu'on n'a pas vraiment abordé, mais j'ai l'impression que ça pourrait peut-être être une tendance qui vienne faire évoluer un peu le genre. Puis c'est les jeux sur lesquels tu peux changer les faces des dés. Donc des dice building games. Ouais. Tu sais, oui, il y en a quelques-uns en ce moment. Ben, en fait, il y en a deux, là, je pense, principalement Dice Forge puis Rattlebone. J'ai pas joué à Dice Forge, donc je sais que c'est comme, il y a cet aspect-là de création de dés, mais je pense qu'il est peut-être pas encore au niveau de que ce soit un jeu à part entière, là. Non, exact. Ben, pour moi, c'est pas tant du. Tu sais, ça rentre pas dans la catégorie deck building parce que c'est les concepts de base d'un deck building n'est pas respecté. Par contre, clairement, c'est un jeu de building d'une certaine façon. C'est-à-dire Ouais. que, ben oui, tu construis ton deck, tu améliores les faces de ton dé pour avoir des valeurs plus élevées, des ressources, plus de ressources, tout ça. Donc, une certaine forme de personnalisation de nos dés. Mais pour moi, ça vient un peu dans le style de jeu là, où ben, tu vas un peu souvent les jeux coop d'aventure où tu vas acheter des nouveaux éléments puis tu vas personnaliser. euh, tu vas améliorer ton. Ça continue, ça continue. Où tu vas améliorer ton personnage. Donc, je suis pas sûr que j'appellerais ça un deck building. En effet, c'est peut-être pas encore une mécanique assez répandue pour être une mécanique en soi. Mais il y a des chances que ça en Mais devienne une. j'aimerais le voir arriver, tu sais, dans les prochains temps, voir ce genre de matériel Utiliser, utilisé ouais. dans cette mécanique de deck building, là. Ben, moi, j'ai Je pense l'impression qu'il y que a un... j'ai l'impression que ça va être intégré un petit peu comme ben, ce qui est arrivé avec les deck building, c'est-à-dire que ça va être un des éléments d'un plus gros jeu qui est pas nécessairement concentré alentour de cette mécanique-là, mais cette mécanique vient comme ben, rajouter de la profondeur au jeu, tu sais. J'ai l'impression que ça va peut-être sortir comme ça parce que c'est un bon concept, mais en même temps, à un certain point, c'est un peu limité, là. Tu sais, si ton jeu est concentré sur cette mécanique-là d'améliorer les phases de TD, ben, t'es un peu limité dans ce que tu peux faire, j'ai l'impression. Donc, j'ai l'impression que ce sera pas nécessairement des jeux comme Dice Forge qui est basé là-dessus, mais d'autres jeux qui vont prendre cette mécanique-là, l'intégrer dans les jeux. C'est un peu comme ça que ça va devenir une vraie mécanique. Si d'autres jeux ne l'intègrent pas, à mon avis, ça va peut-être juste. On va juste arrêter d'en voir des jeux comme ça, là. Bon, c'est un défi ou... Ben oui, ben oui. C'est ça. Ok, on va travailler sur un concept là, avec ça, là. Euh, ben, en fait, je pense que ça conclut l'épisode Oui. sur les deck building, le petit épisode d'1 heure sur les deck building. Merci beaucoup à tous ceux qui sont encore là. Merci beaucoup à tous ceux qui nous suivent sur Facebook. En fait, là, il y a eu beaucoup de gens qui nous ont suivis dans les derniers temps. C'est très apprécié. N'hésitez pas à nous poser des questions ou à donner des commentaires sur des opinions que vous avez. En fait, ça va nous faire vraiment plaisir d'échanger avec vous sur notre page Facebook. Sinon, ben, vous pouvez nous suivre sur Android, sur Google Play Music et sur iPhone sur iTunes. Ou encore, on met tous les épisodes sur YouTube. Sur ce, JF, je te remercie beaucoup pour ta grande collaboration. Hey, merci à toi, Simon. Ça fait plaisir et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao. OK, ben, ciao tout le monde et je continue à jouer.